Dans une école militaire, l'enseignante menait un cours d'éducation physique pour ses élèves tout en les informant que ce serait un test. Elle a déclaré qu'elle interviendrait dans une planque de gangsters et que les élèves devaient la suivre aussi rapidement que possible, quiconque arrivait en retard devrait nettoyer le vestiaire. Un élève a remis en question la pertinence entre l'étude et le combat contre les criminels, croyant que l'enseignante mélangeait ses activités personnelles pour gagner de l'argent avec son enseignement. Une fille de la classe lui a demandé d'être plus compréhensif, car l'enseignante venait de se disputer avec la direction de l'école et était probablement de mauvaise humeur. Cependant, l'enseignante a affirmé qu'elle ne déversait pas ses frustrations mais affrontait simplement des criminels parce qu'ils l'agaçaient. Elle a ensuite vérifié l'absence d'élèves et a remarqué que quelques-uns manquaient, le plus notable étant notre protagoniste, Tori. En tant que présidente du conseil des élèves et élèves remarquables, il n'était pas surprenant que le conseil municipal l'ait appelé quelque part, le rendant absent. Comme Tori était assez naïve, le conseil municipal pouvait facilement l'exploiter. Un autre élève a fourni un contexte, expliquant que leur continent actuel s'appelait l'Extrême-Orient. Bien que les pays de l'Extrême-Orient soient techniquement unis, leur seule collaboration était de faire des demandes et de forcer l'école à fournir de l'aide. D'autres pays avaient des lois assouplies, mais ici, dans la capitale, également une académie et un dirigeable, il y avait peu d'autorité. Les étudiants de cette académie devaient obtenir leur diplôme avant l'âge de 18 ans. Échouer à le faire entraînerait la perte de l'éligibilité pour devenir soit un guerrier, soit un fonctionnaire. L'enseignante a reconnu qu'ils étaient en effet opprimés par d'autres nations, c'était pourquoi leur seule option était de devenir le pays le plus fort de tout l'Extrême-Orient. Elle a ensuite expliqué les règles de l'exercice d'aujourd'hui. Si quelqu'un parvenait à lui porter un coup avant qu'elle n'atteigne sa destination, il gagnerait 5 jours de repos. Cela a excité les étudiants et la chasse a commencé. Un étudiant masculin a demandé s'il serait puni s'il la frappait dans une zone sensible, à quoi l'enseignant a répondu qu'il devrait essayer et voir avant de se précipiter. Alors que la chasse se poursuivait, l'enseignant a couru à travers un quartier commerçant, où certains étudiants avaient réussi à suivre sa position. Un étudiant monté sur un balai volant, jouant le rôle d'observateur, a tenté de l'atteindre à distance, mais elle a habilement esquivé, forçant les étudiants à s'engager dans un combat rapproché à la place. Un étudiant a utilisé sa vitesse pour tenter de la bloquer, mais il a rapidement été repoussé. Un par un, les étudiants ont été repoussés. Un autre étudiant, ressemblant à un démon, s'est concentré sur le rassemblement des tombés et les a aidés à continuer tout en rassurant les civils que ce n'était qu'un test. Pendant ce temps, un étudiant slime a été accidentellement piétiné par une fille. Malgré leur travail d'équipe, l'enseignant a déclaré qu'il n'était pas encore assez fort. Le directeur et un autre membre du personnel ont observé l'entraînement, le trouvant bénéfique pour la classe, mais reconnaissant également la perturbation des civils, ce qui signifie qu'ils pourraient devoir réviser les règles de l'école bientôt. Un étudiant ninja et un étudiant cyborg ont lancé une attaque coordonnée contre l'enseignant, mais elle a réagi en projetant son fourreau d'épée vers le cyborg tout en utilisant la sangle pour se défendre contre l'attaque du ninja. Un étudiant boxeur a ensuite tenté de la désarmer, parvenant à lui faire lâcher son épée, mais elle a rapidement esquivé, récupéré son arme et poursuivi sa route. 3 autres étudiants se sont élancés, l'un d'eux brandissant un arc. Cet étudiant a prié pour des bénédictions divines, offrant 4 sacrifices pour obtenir la capacité de tirer une flèche infaillible. Cependant, au moment où la flèche a été tirée, l'enseignante a riposté en coupant une petite portion de ses cheveux pour tromper sa trajectoire. Un autre étudiant a profité de l'occasion pour lancer une lance, mais elle est restée concentrée et l'a évité avec agilité. Alors qu'elle se rapprochait de la ligne d'arrivée, 2 sœurs ont remporté un ange, l'autre un ange déchu a tenté de bloquer son chemin pour gagner du temps. Cependant, juste au moment où elles ont réussi à perturber le chemin, elle avait déjà dépassé ce point, leur laissant peu de chance. Elles ont tenté une dernière série d'actions, mais finalement, elles ont été dépassées par la fatigue. À ce moment-là, un démon est apparu derrière le professeur. Elle a profité de l'occasion pour enseigner à la classe comment neutraliser un démon. L'approche simple était de la suivre, tandis que la méthode plus spécifique était d'esquiver les attaques et de viser un point stratégique. Comme les démons étaient simplement de grandes cibles sans capacité particulière, ceux à l'intérieur du repère ont immédiatement pris la fuite et fermé les portes. À ce moment-là, le protagoniste, Tori, est revenu. Il avait fait la queue pour acheter un jeu destiné à un public averti, ce qui expliquait son arrivée tardive. Le professeur était visiblement agacé par son manque de discipline, mais Tori a immédiatement touché sa poitrine pour réclamer un congé de 5 jours. Choquée, elle est restée figée pendant plusieurs minutes, pendant lesquelles Tori a prononcé un discours émouvant. Il a révélé qu'il prévoyait de confesser son amour le lendemain. Sa sœur aînée, qui était dans la classe, a trouvé étrange que quelqu'un tenant toujours un jeu de plus de 18 ans confesse quelqu'un. Elle a demandé si la personne à qui il comptait se confesser était un personnage virtuel et, si c'était le cas, qu'il ferait mieux de revoir ses priorités. Cependant, Tori a clarifié qu'il allait confesser à son ami d'enfance, Horizon, qu'il avait perdu il y a 10 ans. Sa sœur lui a rappelé qu'ils avaient déjà enterré Horizon,
remettant en question comment il pouvait faire sa confession. Tori a admis qu'il avait toujours évité de faire face à la vérité sur la mort de Horizon, mais puisque demain marquait 10 ans depuis qu'il l'avait perdu, il avait décidé de confesser comme un moyen de trouver la paix. Il a ensuite demandé l'avis de l'enseignant, mais elle était trop furieuse pour écouter. Sous l'effet de la colère, elle a involontairement envoyé Tori en direction de la base ennemie. L'histoire a ensuite fourni un contexte historique. Il y a longtemps, l'humanité a abandonné une terre dévastée et a migré vers un endroit appelé le paradis. Cependant, le ciel s'est effondré après une guerre, forçant les humains à retourner sur Terre, qui était devenue extrêmement inhospitalière. En réponse, ils ont créé un monde parallèle comme refuge. Malheureusement, ce monde s'est également heurté à la réalité et a été détruit dans une autre guerre. Maintenant, des nations étaient engagées dans des batailles pour saisir ce qu'il restait de terre. Au milieu de cette agitation, nous avons fait la connaissance du vice-président du conseil des étudiants, Honda. Elle s'était effondrée devant un restaurant et aidée par le propriétaire du restaurant. Le propriétaire la connaissait bien, car ils étaient tous deux proches de Tori. Elle était également consciente du rêve de Honda de devenir politicienne et a demandé pourquoi elle ne visait pas le poste de présidente du conseil des élèves. Honda a expliqué que Tori détenait ce titre depuis l'enfance et avait des relations plus larges, tandis qu'elle et sa mère étaient des immigrés. Le propriétaire du restaurant a souligné que Tori n'était pas revenue dans cette région depuis 10 ans. Mais depuis l'année dernière, il venait tous les jours depuis qu'elle avait accueilli une fille androïde amnésique avec une carte d'identité. Elle a également conseillé à Honda que si elle voulait se rapprocher de quelqu'un, elle devrait envisager de prendre le chemin de la repentance. En attendant, de retour en classe, les étudiants révisent l'histoire. Comme Suzu, une fille timide de la classe, était trop nerveuse pour répondre, Tori a déclaré avec confiance qu'elle devrait répondre librement et qu'il prendrait la punition pour les erreurs, assurant à tous qu'il ne mourrait pas avant de confesser cette nuit-là. Le génie économique de la classe, écrit-elle, a conseillé à Tori de minimiser les dépenses inutiles pendant sa confession. Suzu a répondu à la question mais était toujours trop timide pour lire à haute voix, donc son ami Asama a été appelé pour la lire à sa place. Asama a récité les notes de Suzu, qui expliquaient la cause de la guerre. Le monde précédent avait été divisé en deux couches, les royaumes supérieurs et inférieurs. Un jour, les piliers soutenant le royaume supérieur ont disparu, fusionnant les deux mondes. Bien que les deux côtés aient subi de lourdes pertes, les résidents du royaume supérieur ont blâmé le royaume inférieur pour l'effondrement, menant à la guerre. Suzu se souvenait de tout correctement et avait été approuvé par le professeur. Tori l'a rassurée, disant qu'elle devrait se détendre car il invitait toute la classe à l'école cette nuit-là pour attraper des esprits dans le cadre de sa célébration de confession. Cependant, le professeur lui rappela de se concentrer sur la présence. Suzu avait en fait une petite erreur qui aurait pu être ignorée, mais puisque Tori avait déclaré avec assurance qu'il accepterait la punition, il devait s'y soumettre. Sa punition était de se tenir immobile dans le coin de la salle de classe. À ce moment-là, le roi arriva pour inscrire sa fille, Azuma, à l'école. Il était irrité que personne ne soit venu l'accueillir, mais en entrant dans la salle de classe, il fut accueilli par la vue de Tori complètement nue. Le professeur se précipita rapidement pour fermer la porte. Après avoir géré la situation à l'intérieur, elle demanda au roi et à sa fille d'attendre un moment. Pendant ce temps, Honda est allé rendre visite à la fille androïde qui intéressait Tori depuis l'année dernière. À l'origine, elle était venue visiter la tombe de sa mère, mais avait rencontré l'androïde à la place. Honda confia à l'androïde son passé malheureux, expliquant que sa famille était autrefois l'une des 4 prestigieuses maisons nobles, c'est pourquoi son père était obsédé par l'idée d'avoir un héritier mâle pour continuer la lignée. Comme elle était la seule enfant, son père l'obligea à subir une opération pour devenir un garçon. Cependant, avant que la procédure ne soit terminée, les 4 familles nobles furent expulsées et remplacées par une nouvelle génération d'androïdes. Ayant perdu ses ambitions, son père les abandonna, et peu après, sa mère décéda également. La fille androïde n'avait pas de réaction particulière à l'histoire, mais elle dit simplement à Honda qu'elle devrait être elle-même au lieu d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le mode furtif du vaisseau fut désactivé de manière inattendue, et le fondateur de l'académie apparut à l'écran pour annoncer un grand feu d'artifice. Pendant ce temps, Tori était assis avec ses amis, planifiant sa confession. Il demanda des conseils à son ami ninja, qui suggéra d'écrire une lettre d'amour en mettant simplement ses sentiments pour la personne en mots. Cependant, le résultat de l'écriture de Tori a fini par ressembler à une composition d'école élémentaire, avec des phrases répétitives qui la rendaient plutôt peu impressionnante. Son ami robot avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Tori était habituellement obsédé par les seins, mais il n'y avait aucune mention d'eux dans la lettre. La raison était simple, Tori n'en avait jamais touché aucun auparavant, donc il ne savait pas comment les décrire. Sa sœur a alors suggéré de trouver quelqu'un de la même taille pour que Tori puisse s'entraîner. Juste à ce moment-là, le directeur et une autre fille sont arrivés. Le directeur a mentionné qu'il devait partir pour des affaires, mais qu'il avait entendu parler des projets de confession de Tori. Il savait aussi exactement à qui Tori confiait ses sentiments,
admettant qu'il pensait également que cette personne ressemblait à Horizon. Comme il se dirigeait vers Honda, il a proposé de transmettre un message. Tori lui a demandé de parler à Honda de l'événement de capture d'esprit ce soir, l'invitant à se joindre à eux si elle le pouvait. Revenant à la question de la confession, Tori a demandé de l'aide à Néant, la fille qui était arrivée avec le directeur. Elle a accepté de tout cœur, déclarant que sa fierté nocturne ne lui permettrait pas d'ignorer quelqu'un en détresse. Cependant, en réalisant ce que Tori avait l'intention de faire, elle a réagi comme l'enseignante auparavant, ce qui a conduit Tori à subir le même sort que la dernière fois. Pendant ce temps, le directeur avait rejoint Honda et l'avait accompagné dans une forêt. Elles savaient toutes les deux que la ville de Makawa allait être dépouillée de toutes ses ressources par différentes nations avant que la terre ne meure complètement. Elles ont alors vu un navire du gouvernement italien volant au-dessus, indiquant qu'une réunion importante allait avoir lieu. La réunion portait sur des trésors sacrés et pêcheurs, 8 pièces d'équipement qui dictaient l'équilibre des puissances dans le monde. Par la suite, le directeur a laissé partir Honda, espérant qu'elle trouverait la vérité qu'elle cherchait sur le chemin de la repentance. Honda a réalisé qu'elle devait repenser son avenir au lieu de simplement viser à devenir fonctionnaire. Dans ce monde, les affaires politiques et militaires étaient déterminées par des batailles d'étudiants, rendant le rôle d'un politicien presque inutile. Le directeur s'est ensuite aventuré plus profondément dans la forêt seul et a rencontré 2 des 4 anciens rois célestes. Leurs gardes se sont précipités, mais le directeur a rapidement neutralisé la situation d'un simple geste. Lorsqu'il les a interrogés, ils ont feint l'ignorance. Pendant ce temps, un groupe de schoolgirls était en train de faire du shopping, excité par la prochaine confession de Tori. L'une d'elles, qui avait un bras mécanique, trouvait absurde que, tandis que le monde était en pleine tourmente à propos des trésors sacrés, elles étaient préoccupées par la confession de quelque idiot. La sœur de Tori, Kimi, était probablement la plus touchée si sa confession réussissait. Elle était assise dans un coin, perdue dans ses pensées. Pendant ce temps, Tori lui-même n'avait pas encore emprunté le chemin de la repentance, même après 10 ans depuis l'accident. Personne ne savait vraiment à quoi ressemblait Horizon. Même Suzu, qui ne pouvait pas voir, ne pouvait qu'imaginer selon les descriptions de Tori. Alors que les camarades de classe continuaient à faire des achats en préparation pour l'événement de demain, on ne savait pas s'il s'agirait d'une célébration ou d'une consolation. Honda traversa le quartier commerçant et rencontra sa camarade Angélique. La fille informa Honda de ce que Tori prévoyait et lui demanda de lui livrer un colis. Honda a hésité en réalisant que c'était un livre destiné à un public averti, mais a finalement décidé de le prendre. Pendant ce temps, Tori se tenait devant le chemin de la repentance, incapable de faire un pas en avant. La sœur de Tori et son professeur regardaient de loin. Ils ne pouvaient pas l'aider car c'était quelque chose qu'il devait faire seul. Kimi ne s'attendait pas à ce que le professeur se soucie de son frère cadet insensé, mais le professeur a simplement déclaré qu'elle soutenait toujours ses élèves. Pendant ce temps, Honda s'était égarée et était tombée sur un sanctuaire abandonné dans la forêt. Après avoir erré un moment, elle réussit à retrouver la route principale, pour se retrouver par unexpected face à son père qui chevauchait dans une charrette aux côtés d'un haut fonctionnaire. Son père lui demanda si elle savait quelque chose sur le sanctuaire qu'elle venait de voir, mais comme elle ne savait pas, il remarqua qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Le fonctionnaire accompagnant son père remarqua le paquet que Honda portait et semblait amusé par cela. Juste à ce moment-là, Tori passa et Honda lui remit rapidement le paquet. Tori lui rappela également d'assister à sa confession ce soir-là. Honda essaya de l'avertir que rassembler des étudiants la nuit était contraire aux règles de l'école, mais il l'ignora complètement et s'éloigna. En voyant Tori, son père et le fonctionnaire révélèrent à Honda la vérité sur son passé. Cette route même était celle où Horizon avait eu son accident. La personne responsable de l'accident était le propre père de Tori, ce qui a laissé Tori rongé par la culpabilité, croyant qu'il avait causé la mort de son ami et de son amant. Horizon était en fait la fille du fondateur de l'académie. Honda était perplexe de savoir si cette route représentait le regret de Tori. Pourquoi continuait-il à sourire, et pourquoi tant de gens le soutiennent-ils? Son père lui avait dit que c'était quelque chose qu'elle devait découvrir par elle-même. Cette nuit-là, toute la classe s'est réunie pour se préparer à une chasse aux fantômes, mais Tori était introuvable. Alors qu'ils attendaient, ils commencèrent à discuter des étranges occurrences qui s'étaient produites récemment. Kimi, effrayé par les fantômes, ne voulait plus en entendre parler, mais c'est alors que Tori arriva, sortant de l'école et annonçant le début de la chasse. Les filles se séparèrent en groupe, et Asama, dirigeant l'équipe des filles, tira hardiment sur tout ce qui semblait suspect sans hésitation. En arrivant à la bibliothèque, ils ont rencontré 2 esprits en forme de poupée et ont immédiatement ouvert le feu, ignorant complètement la destruction qu'ils causaient à l'école. Shiro a confronté Tori, lui demandant s'il était responsable de ce désordre et l'avertissant que, s'il l'était, il ferait mieux de prendre l'entière responsabilité. Bientôt, toute la classe a été forcée de fuir l'école alors que le chaos à l'intérieur s'intensifie, avec des explosions et des destructions se propageant dans tout le bâtiment. Pendant que les élèves semaient le chaos,
le directeur est sorti boire avec ses deux vieux amis. Tous les trois avaient autrefois été parmi les 4 rois célestes, et la fille qui avait attaqué le directeur plus tôt était la fille de l'homme barbu parmi eux. Son nom était Fudio, et elle était également membre d'une branche de la famille Honda. Le directeur a dit à Fudio qu'ils avaient autrefois été des vassaux du fondateur de l'académie, il avait été le général, tandis que son père était le vice-général. Il l'a invité à rejoindre l'académie, mais elle a refusé. Le vice-général a déclaré qu'il laisserait sa fille participer à la bataille à venir, mais après cela, elle devrait décider de son propre chemin. Le directeur a remarqué que le vice-général était toujours accompagné de son ancien serviteur androïde. Il a remarqué qu'elle était la seule qui pouvait cuisiner des plats qui avaient le goût de sa défunte épouse. Elle, en revanche, insistait pour rester à ses côtés afin d'empêcher qu'il fasse quelque chose de trop imprudent avec Fudio. Cependant, elle était aussi prête à défendre l'honneur de son maître face aux critiques. Elle convoqua ensuite le vice-général à partir, car la bataille était sur le point de commencer. Alors qu'il se disait au revoir, le directeur demanda à son ami restant pourquoi le dernier membre des 4 rois célestes ne s'était pas présenté et pourquoi. Il y a un an, un androïde de cette ville avait soudainement atterri à l'académie. Son ami ne pouvait pas fournir de réponse claire. Peu de temps après, la bataille éclata dans la ville de Makawa. Les gouvernements du monde avaient décidé d'effacer la ville, qui les avait défaits pendant si longtemps. L'attaque commença un peu plus d'une heure plus tard. Le vice-général et ses serviteurs androïdes lancent une attaque sur une installation militaire dans les montagnes. Pendant ce temps, le directeur venait de revenir quand il reçut quelques feuilles de papier vierge envoyées par son ancien camarade du roi céleste. Se souvenant de leur conversation précédente, il se précipita vers la résidence du maître pour ne trouver qu'un symbole rouge et un message écrit de sang. En regardant sur le bureau, il trouva un document écrit à l'encre invisible. Tenant les papiers à la lumière de la lune, il décoda le code secret à l'intérieur. À ce moment-là, toute la classe venait de quitter l'école parce que les faux fantômes étaient en réalité des acteurs engagés par Tori pour faire une farce à tout le monde. Le roi était furieux contre la classe pour avoir causé des ennuis, mais à ce moment-là, Suzu remarqua des explosions sur la montagne. Une autre chose était qu'un esprit apparut derrière leur nouvel ami, Azuma. Tout le monde était choqué, tandis que Tori paniquait en réalisant que les fantômes étaient réels. Pendant ce temps, le directeur s'était précipité vers le lieu de l'attaque et avait rencontré son vieil ami, le vice-commandant. Le directeur a remarqué que le vice-commandant tenait l'une des 8 saintes reliques. Il a révélé qu'il avait reçu des ordres du Seigneur, ou plutôt, du fondateur de l'académie. Le Seigneur avait l'intention d'activer le réacteur nucléaire, ce qui risquait de détruire toute la ville. Les civils avaient déjà été évacués, et il voulait que le directeur parte pendant qu'il était encore temps. Il devait le faire car c'était la volonté du Seigneur, et il avait juré fidélité à lui de sa propre vie. Tous deux, lui et le Seigneur, voyaient cela comme le seul moyen de sauver tout le monde. Le directeur, réalisant que son ami se dirigeait vers une mort certaine, essaya de faire réfléchir le vice-commandant, mais le vice-commandant se détourna, et à ce moment-là, le réacteur était presque entièrement activé. La classe de Tori ne se concentrait plus sur le fantôme derrière eux, mais dirigeait plutôt son attention sur l'événement en cours. Honda reconnut cela comme le feu d'artifice que le Seigneur avait annoncé ce matin. Elle entraîna rapidement la nouvelle automaton qu'elle avait rencontrée pour chercher des indices sur la situation. À ce stade, l'armée sacrée avait été déployée pour stopper l'explosion du réacteur, mais elle était protégée par une barrière. Cette barrière absorba l'énergie de tout ce qui la touchait, rendant les robots de combat de l'armée sacrée inutiles. Ils furent contraints de déplacer leur assaut sous terre, mais furent interceptés par la maître automaton du vice-commandant. Elle a tenu à elle seule tous les robots que l'armée sacrée avait envoyés. À bord du navire, l'Avenir a reçu des nouvelles que son père était impliqué dans une rébellion contre l'armée sainte et le monde entier. Cependant, elle devait décider quel côté garantit la sécurité des citoyens et de l'Extrême-Orient. Finalement, elle a choisi de s'opposer à son idéologie et d'assister l'armée sainte aux côtés des forces italiennes. Pendant ce temps, la bataille entre l'armée sainte et la med automate du vice-commandant faisait rage. Elle était capable d'attraper les balles tirées par les robots et de les rediriger pour utiliser la puissance de feu de l'ennemi contre eux. À la fin, un bataillon entier de combat n'était pas à la hauteur d'un seul automate. De plus, elle avait le soutien du vice-commandant et de la Sainte Relique qui pouvaient trancher à travers tout ce qui se reflétait dessus. Après avoir éliminé les forces de l'armée sainte, les deux se préparaient à partir pour protéger le Seigneur. Pendant ce temps, la servante automate perçoit une présence inhabituelle. Avant que le vice-commandant ne puisse réagir, un projectile avait déjà été lancé. La servante se plaça devant son maître pour le protéger et fut mise hors service dans l'impact. Le vice-commandant réussit à peine à saisir la partie supérieure de son corps et à éviter l'attaque. Le tireur était Takabana, connu comme le dieu de la vitesse de l'armée sainte, et il brandissait une relique sacrée. Il s'est instantanément précipité derrière le vice-commandant, mais le vice-commandant a réussi à refléter son image sur sa lance, l'obligeant à battre en retraite. Takabana savait que la lance du vice-commandant avait une portée d'attaque de 30 mètres, donc tant qu'il restait en dehors de cette portée ou évitait d'être réfléchi,
il pouvait échapper à l'attaque. La servante automaton a repris conscience, ayant ajusté la trajectoire de la balle pour éviter de toucher des parties vitales. Le vice-commandant la tenait toujours dans ses bras, mais ne voulait pas paraître sentimental. Il affirmait qu'elle n'était que son gilet pare-balles. Il expliqua ensuite le fonctionnement de l'arme de Takabana. Elle avait 3 formes, une forme de mêlée et une forme à distance, toutes deux pouvant être ignorées, mais la plus dangereuse était son attaque spéciale. Cette arme pouvait tout oblitrer en ligne droite, et son pouvoir destructeur était évident à partir des dévastations environnantes. Si Takabana tirait sur l'un des 3 réacteurs, il pourrait arrêter l'explosion et sauver Mikawa. Cependant, le vice-commandant révéla que la destruction de Mikawa était la volonté du Seigneur. Juste à ce moment-là, le Seigneur lui-même apparut. Takabana a exigé de savoir pourquoi il avait l'intention de détruire Mikawa, et de mettre tout l'Extrême-Orient en danger. Le Seigneur, cependant, a insisté pour qu'il trouve la réponse lui-même. Puisque Takabana était dans l'ignorance, le Seigneur a refusé d'expliquer. Il a ensuite informé tous les étudiants qu'ils étaient sur le point de devenir diplômés dans un monde sans avenir, mais s'ils pouvaient l'arrêter, il leur donnerait un indice. Tout d'abord, pour l'arrêter, il devait utiliser les reliques sacrées, également connues sous le nom d'armes du péché mortel, qui avaient été créées en fonction des péchés humains. Takabana soupçonnait que le Seigneur était celui qui avait créé et distribué ces armes parmi les 8 nations pour maintenir l'équilibre. Pouvait-il vraiment avoir l'intention de déclencher une guerre à cause de ces 8 armes de péché mortel? Non, il en avait en fait créé 9. La dernière représentait l'envie, et il l'avait intégrée dans l'âme d'une fille qu'il avait accidentellement blessée 10 ans auparavant. Après avoir mécanisé son corps, il l'a envoyé sous la supervision du directeur. La personne en question s'est révélée être l'ami d'enfance de Tori, Horizon, qui se tenait maintenant aux côtés de Honda. Le Seigneur a révélé que Horizon était actuellement dans la ville. En entendant cela, Tori s'est immédiatement enfui, tandis que Futu a reçu un mot selon lequel l'armée sacrée avait ordonné de capturer Horizon dans la ville. Takabana a juré d'arrêter le plan du Seigneur d'inciter à la guerre, mais d'abord, il devait vaincre son adversaire. Il s'est rapidement déplacé derrière le vice-commandant, mais ce dernier a contré tout aussi rapidement. Lorsque Takabana a déchaîné sa technique ultime, le vice-commandant l'a renvoyé contre lui. Prenant un risque, Takabana saute sur la lance du vice-commandant, obligeant ce dernier à faire tourner la lame, poussant Takabana à dépasser ses limites pour s'échapper. Takabana a ensuite tenté une attaque surprise d'un autre angle, mais le vice-commandant a découpé l'espace devant lui, se propulsant en avant. Alors que Takabana se ruait à nouveau, l'automate a utilisé des techniques de terre pour l'immobiliser. Le vice-commandant a ensuite poussé sa lance, et sans place pour esquiver, il semblait que c'était fini. Cependant, à la dernière minute, Takabana activa son attaque spéciale, visant directement le réacteur nucléaire. Il avait déjà perdu connaissance après avoir utilisé son corps pour bloquer la lance, empêchant celle-ci de renvoyer l'attaque. Le vice-commandant réalisa que leur plan était en danger, et l'automate prit l'initiative de modifier la trajectoire du projectile. Le vice-commandant extrait son unique noyau, s'assurant qu'elle accomplissait sa dernière tâche lorsque le tir serait effectué. Peu après, l'allié de Takabana, Jin, arriva pour le récupérer. Le vice-commandant l'a permis et lui a confié sa lance, en lui ordonnant que si jamais elle rencontrait ses descendants, elle devait leur passer. Pendant ce temps, Horizon a été localisé par les forces féodales et l'armée italienne. Lorsque Tori et ses amis ont essayé de la sauver, ils ont été rapidement submergés par l'armée sainte. Malgré leurs efforts, les étudiants non diplômés n'avaient aucune chance contre des soldats entièrement entraînés. Tori a crié désespérément jusqu'à ce que Honda le mette KO avant que l'armée sainte puisse prendre des mesures plus sévères. Quelques minutes plus tard, une violente détonation fit trembler la zone. Horizon a été capturée et jugée responsable de l'incident, avec une sentence encore incertaine. Elle a ensuite été conduite dans une salle d'interrogatoire. À ce moment-là, Takabana avait retrouvé conscience, et il a été révélé que Jin était sa sœur aînée. Pendant ce temps, le directeur venait d'être libéré sous caution lorsqu'il a été confronté aux 2 commandants de l'armée italienne. Tous les 3 étaient de vieux amis, mais ils le tiennent pour responsable de l'incident. Il devait être condamné et exilé sur le champ de bataille. La situation pour la classe de Tori était tout aussi désastreuse. Avec toute la ville bientôt sous le contrôle militaire italien, leurs chances de résistance semblaient minces. Certains camarades de classe devaient se concentrer sur des problèmes familiaux, tandis que Tori lui-même était trop dévasté pour même lever la tête. Le président de la classe a demandé si quelqu'un était prêt à aller sauver Horizon, mais personne n'a accepté en raison du manque d'un plan concret. Elle s'est ensuite tournée vers Shiro, connu pour son esprit stratégique, mais il a rejeté la situation comme étant sans pertinence puisque cela n'avait rien à voir avec l'argent. Cependant, le président de la classe a soutenu que cela pourrait être une grande opportunité commerciale. Entendant mentionner de l'argent, Shiro s'est immédiatement levé et a exigé que tout le monde suive son exemple. Pourtant, toute la classe a crié à l'unisson que suivre Shiro serait une décision risquée. Malgré cela, Shiro a continué à exposer sa stratégie. Leur premier problème était l'approvisionnement en nourriture. Les provisions actuelles étaient insuffisantes,
avec des estimations montrant qu'elle ne durerait que 2 ans pour les citoyens. Ainsi, leur première étape était de persuader Honda de rejoindre leur cause. Pour cela, ils devaient s'occuper de leur présidente de conseil étudiant idiote qui était toujours allongée inconsciente. Juste à ce moment-là, leur professeur est entré et leur a demandé d'écrire un essai sur ce qu'ils voulaient faire. Elle leur a également montré l'état actuel du monde extérieur. À ce moment-là, l'armée italienne, dirigée par Futio, est arrivée pour rencontrer Tachibana et Jin de l'armée sainte. Ils avaient l'intention de rendre la lance à Futio, mais elle a remarqué que la scène était diffusée en direct. Voulant maintenir sa dignité, elle se précipita en avant pour le saisir plutôt que de l'accepter humblement. Tachibana bloqua son attaque, et Jin, comprenant son intention, rendit la lance avec le plus grand respect. Pendant ce temps, les élèves écrivaient encore leur dissertation. Asama était profondément inquiète pour Tori si ce n'était pour l'incident d'hier. Aujourd'hui aurait été un jour joyeux pour lui concernant sa confession. En pensant au bonheur de Tori, elle finit par remplir une page entière. Lorsque le professeur demanda si elle avait besoin de plus de papier, elle hésita. Puisque le temps était écoulé, le professeur voulait que Asama lise le sien en premier, mais elle a essayé de l'éviter, alors le professeur a appelé Suzu à la place. En raison de la mauvaise vue de Suzu, elle a demandé à Asama de lire pour elle. Suzu a raconté comment, dans le passé, elle devait aller à l'école seule puisque ses parents partaient travailler tôt. À cause de sa mauvaise vue, elle avait peur de monter les escaliers toute seule. Juste quand elle pensait être complètement seule, Tori et Horizon sont venus à son aide. Comme eux aussi allaient à l'école sans leurs parents, ils se considéraient tous les trois comme une famille. Elle était profondément reconnaissante et chérissait à la fois Horizon et Tori. Au collège et au lycée, elle n'avait plus besoin d'aide, mais Tori lui tenait toujours la main et la guidait dans les escaliers. Cependant, maintenant que Horizon était parti, elle espérait que Tori pourrait la ramener car elle les aimait tous les deux de tout son cœur. Alors qu'elle parlait, des larmes coulaient sur son visage, touchant toute la classe. Entendant tout cela, Tori se leva devant Suzu avec son expression habituelle joyeuse. Il déclara qu'il avait déjà prévu de sauver Horizon. Il corrigea ensuite Suzu, disant qu'il ne lui avait pas pris la main sans raison, la véritable raison étant qu'elle était tout simplement trop mignonne et bienveillante. Elle se leva en disant sarcastiquement s'il avait fini de pleurer et s'il avait enfin retrouvé ses esprits, mais en réalité, Tori avait été distrait en lisant un magazine qu'il préférait garder pour lui. Comme il avait été confisqué plus tôt dans la matinée, il avait insisté pour le récupérer. En entendant cela, l'enseignante était furieuse qu'il ait osé la tromper pour se livrer à une telle débauche, alors elle l'a expulsé en le frappant à travers le mur dans la classe voisine. Elle s'excusa alors auprès de l'autre classe et traîna Tori en arrière. L'enseignant a demandé s'il avait un plan concret pour sauver Horizon, et Tori a exhorté Tori à continuer là où il s'était arrêté. Shiro a expliqué qu'il devait convoquer une réunion du conseil des étudiants, mais cela nécessitait la présence de Honda car Tori n'avait pas l'autorité complète sur le conseil. Cependant, il pouvait utiliser le pouvoir qu'il avait pour faire pression sur les supérieurs afin de leur permettre de tenir une réunion. Selon l'enseignant, ils avaient le droit d'organiser une réunion spéciale. Le problème était que si Honda assistait le jour de la réunion, elle se déroulerait comme d'habitude, mais si elle ne venait pas, elle perdrait son poste de vice-présidente. Quoi qu'il en soit, la réunion aurait lieu. Le jour de la réunion, Honda est arrivé avec Nit et Nimasa, la fille au bras mécanique. L'enseignant était perplexe quant à la raison pour laquelle les trois semblaient hésitants à soutenir la classe. Nimasa avait été envoyé par la guilde d'ingénierie pour évaluer si la classe était assez forte pour se battre en cas de guerre avec l'armée sainte. Nit voulait voir s'il avait une stratégie pour protéger les civils en cas d'éruption de la guerre. Shiro s'est alors avancé, utilisant sa position de trésorier de la classe pour déterminer la future orientation de l'académie. Les trois ont choisi de soutenir l'armée sainte, tandis que le reste de la classe a décidé de représenter la ville et l'académie. Honda, remarquant que Tori était enveloppé dans un rideau, a demandé ce qui se passait. Quand il est sorti vêtu d'une tenue inadaptée, elle est devenue furieuse et l'a repoussé. Voyant que les deux côtés avaient clairement exprimé leur position, le professeur a déclaré que le corps professoral déterminant. Ce serait une bataille. Puisque le camp de Honda comptait 3 personnes, le camp de Tori sélectionnerait également 3 combattants. L'équipe de Honda a eu le privilège de choisir le format, que ce soit par débat ou par combat. Si l'équipe de Honda gagnait, toute l'académie accepterait la sentence d'Horizon. Si l'équipe de l'académie gagnait, ils travailleraient tous ensemble pour sauver Horizon. L'équipe de Honda avait toute autorité pour décider du format, et l'académie n'avait d'autre choix que de s'y conformer. Pour le premier match, Honda voulait se battre, mais Nehemasa a réclamé le droit de se battre en premier. Elle a invoqué un robot de combat créé par la guilde d'ingénierie. Tori est revenu et a laissé Shiro se battre en premier, disant que Shiro parlait toujours mal de lui et méritait une raclée pour apprendre sa leçon. Cependant, Shiro ne s'est pas laissé démonter. Il a fait un pari avec Tori que s'il gagnait, alors tout ce qu'il avait dit à propos de Tori était vrai, ce qui était un petit prix à payer pour Shiro. Il a invoqué son esprit divin pour former un contrat. L'esprit de Shiro lui permettait d'utiliser de l'argent pour acheter n'importe quel type de pouvoir qu'il souhaitait.
Il a acheté la force de 150 gardes, totalisant 10,5 tonnes, ce qui était plus que suffisant pour lutter contre le robot de combat de 10 tonnes. Voyant la détermination de Shiro, Nehemasa sortit 2 clés et se prépara à se battre. Ils se sont déplacés au milieu de la rue, où l'un de leurs camarades de classe a conclu un contrat pour s'en assurer. Les attaques de Nehemasa n'endommageraient pas les maisons environnantes, lui permettant de se battre librement. Nehemasa a demandé pourquoi Shiro s'opposait à la Sainte Armée alors qu'il pouvait encore faire des affaires sous leur règne, mais Shiro a fait valoir que ce serait une perte financière. Il détenait alors un montant important de dettes auprès de banques et de commerçants d'Extrême-Orient, et sous le contrôle de la Sainte Armée, cette dette ne serait jamais remboursée. De plus, comme les forces militaires et les guerriers concluaient des contrats avec les divinités, l'argent circulait par son intermédiaire en tant que courtier. Si la Sainte Armée prenait le pouvoir, ses revenus chuteraient considérablement. La bataille a continué et Nehemasa croyait avoir écrasé Shiro sous son robot, mais Shiro a révélé qu'il avait acheté toute la zone puisque les résidents avaient déjà évacué, ce qui signifie qu'il en avait désormais le contrôle total. Grâce au pouvoir de l'argent, le cours de la bataille a tourné en faveur de Shiro, assurant la première victoire de l'équipe de Tori. Shiro s'est réconcilié avec Nehemasa car il avait toujours besoin de la guilde des ingénieurs pour l'aider à entretenir l'académie et le navire, garantissant ainsi la continuité de ses gains financiers. Le combattant suivant était Nit, la même personne qui avait autrefois laissé Tori ressentir ce que cela faisait de toucher la poitrine d'une femme. La classe s'est réunie pour discuter de qui devrait affronter Nit, car elle était membre d'une famille nocturne et les chevaliers étaient chargés de protéger le peuple. Il devait y avoir une raison pour laquelle Nit avait choisi de se battre. Tori a semblé réaliser quelque chose et a sélectionné Suzu pour ce tour. Cependant, Nit ne voulait pas blesser Suzu et était prêt à abandonner. La classe refusait de laisser Nit perdre car si un chevalier était vaincu par un civil ordinaire, elle perdrait son statut social. Sans son statut, Nit ne serait pas en mesure de fournir un soutien militaire à l'académie. Ils avaient choisi Suzu pour éviter un vrai combat puisqu'elle était la plus faible de la classe. Voyant que Nit était sur le point de concéder, Tori a exhorté Suzu à l'arrêter. Suzu courut en avant mais trébucha, et juste au moment où Nit était sur le point de se rendre, elle attrapa instinctivement Suzu, la touchant accidentellement en premier et remportant la manche. Pendant ce temps, 2 officiers de l'armée italienne observaient le match final, convaincus que quel que soit le résultat, ils en tireraient profit. Si Honda gagnait, ils prendraient le contrôle de l'académie aux côtés de l'armée sainte. Si Honda perdait, ils annonçaient un conflit et prendraient le contrôle de l'académie. Quant à Horizon, il leur suffisait de neutraliser son corps, d'emporter l'arme du péché mortel à l'intérieur, puis de le dissimuler en prétendant qu'ils avaient été trompés sur l'existence de l'arme. Le match final opposait Honda à Tori, sous forme de débat, ou plutôt de bataille de mots. Chaque partie devait présenter ses arguments, et si elle parvenait à convaincre l'autre de changer de camp ou à le rendre incapable de répondre, elle gagnait. Le débat a été suivi par les 3 factions, les citoyens, l'armée italienne et la Sainte Armée. Dès le début, Tori a demandé à parler en premier. Honda pensait qu'il était un imbécile, car ceux qui commençaient un débat étaient généralement désavantagés. Elle était prête à échanger ses tours avec lui, mais Tori a insisté pour passer en premier. Il a ensuite déclaré qu'il ne devrait peut-être pas sauver Horizon après tout. Cette déclaration a laissé Honda sans voix, car c'était censé être sa position. Cependant, il n'y avait aucune règle interdisant l'utilisation de l'argument de l'adversaire, ce qui signifiait que Honda avait désormais 2 choix, à part vaincre ou continuer à débattre et réfuter la déclaration de Tori, la faisant essentiellement plaider au nom de la classe pour les avantages du sauvetage d'Horizon. Elle a ensuite déclaré que sauver Horizon établirait la souveraineté de la ville. Pour affirmer sa souveraineté, une nation doit être sur un pied d'égalité avec les autres, avoir un dirigeant et posséder l'autorité sur les affaires intérieures et étrangères. Sauver Horizon prouverait qu'ils avaient la force de se tenir sur un pied d'égalité avec les autres nations, et une fois Horizon ramené, elle deviendrait le nouveau dirigeant, remplaçant le seigneur précédent. Ces 2 conditions étant réunies, la 3e suivrait naturellement. Tori a ensuite présenté les questions du peuple à Honda. Le premier concernait le nombre de vies perdues à la guerre. Honda a admis que des gens mouraient, mais a soutenu que s'ils ne se battaient pas, encore plus de personnes mourraient de pauvreté. Tori a ensuite soulevé la 2e question, soumise par le propre père de Honda, qui exigeait une justification raisonnable pour sauver Horizon et pourquoi son exécution était erronée. Honda avait préparé une réponse, mais hésitait à la lire à haute voix, craignant que cela ne ruine son rêve de devenir politicienne. Cependant, à ce moment-là, un camarade de classe a fait apparaître les créatures noires avec lesquelles Horizon avait autrefois joué. Ils ont plaidé pour le sauvetage d'Horizon, incitant Honda à parler avec son cœur au lieu de réciter ses arguments préparés. Elle a affirmé que toute la situation était la faute de l'ancien seigneur. Horizon avait été déclaré héritier et emmené au milieu de la nuit, pourtant l'annonce officielle de son héritage n'avait été faite que le lendemain matin. Jusque-là, elle avait vécu comme une citoyenne ordinaire, mais elle s'est soudainement retrouvée obligée d'assumer les responsabilités d'héritière,
ce qui était injuste. Tori, cependant, voulait savoir qui assumerait la responsabilité si Horizon ne le faisait pas. Honda a expliqué que les habitants de Makawa vivaient dans les dirigeables de l'académie, donc s'ils étaient considérés comme des résidents de l'académie depuis le début, personne n'aurait besoin d'en assumer la responsabilité. Ces paroles ont reçu un soutien massif de la part des citoyens. À ce moment-là, le pape de l'armée italienne les a contactés, rejetant l'argument de Honda et insistant sur le fait que la mort d'Horizon était une nécessité stratégique plutôt qu'un acte condamnable. Les sœurs Angélique et Angélique déchues ont reconnu sa tactique. Il essayait d'accabler Honda avec un raisonnement alambiqué pour la déstabiliser et l'empêcher de répondre. Cependant, Honda a répliqué en demandant pourquoi il avait gelé les avoirs des citoyens. Il a affirmé que c'était un moyen de dissuasion pour les empêcher de se soulever pour sauver Horizon, mais Honda a fait valoir que si un accord ne pouvait pas être trouvé, la rébellion serait inévitable tôt ou tard. Comme il prétendait rechercher des négociations pacifiques, Honda a perçu une opportunité et a élaboré un plan permettant à Shiro de proposer une nouvelle monnaie. Elle a ensuite présenté 3 conditions au pape. Premièrement, s'il insistait pour geler les avoirs, il devrait permettre aux citoyens de poursuivre leurs transactions par le biais du crédit. Deuxièmement, s'il désignait Horizon comme héritier sans les droits appropriés, elle déposerait un recours. Troisièmement, s'il insistait pour prononcer une sanction irréversible contre une personne innocente comme Horizon, il devrait l'inscrire à l'académie, lui accordant ainsi des droits d'étudiante et une protection. Le pape a décliné ces conditions, estimant qu'elles n'étaient pas acceptables. Honda a prévenu qu'en cas de refus, il serait contraint de s'opposer fermement. Le pape a ensuite ciblé son point faible, arguant que le conseil municipal n'approuverait jamais son plan. Cependant, il lui a proposé un accord, si elle se rendait, il permettrait aux 2 villes de fusionner et de restituer tous les actifs gelés aux citoyens. Il a également révélé publiquement l'existence de l'arme au sein d'Horizon, démontrant à quel point elle était dangereuse. Étant donné qu'Horizon pouvait contrôler les armes du péché mortel, elle était essentiellement une graine de destruction. De plus, il a révélé le véritable sexe de Honda, car beaucoup pensaient qu'elle était un homme. Son image et ses arguments ayant été brisés, Honda s'est retrouvé incapable de réagir, mais Tori a sauvé la situation en reconnaissant que Honda était bel et bien une fille, et alors, c'était toujours elle qui avait fourni la réponse que ni lui ni personne d'autre ne pouvait trouver. Pendant ce temps, peu importe l'éloquence avec laquelle le pape s'exprimait, au final, tous ces mots se résumaient à une seule conclusion, Horizon doit mourir. En plus de cela, il a refusé de dialoguer avec Tori, même une seule fois. Il a immédiatement donné à Tori une chance de répondre, mais Tori a laissé l'opportunité à Honda. Honda a fait valoir que le sauvetage d'Horizon profiterait à d'autres nations, car elle et ses alliés récupéreraient les armes mortelles au nom d'Horizon pour empêcher la destruction. Étant donné que ces armes ont été créées à l'origine à partir des émotions coupées d'Horizon, elles lui appartenaient de droit. Si le pape insistait pour garder les armes, Honda déclara qu'elle et l'ensemble du corps étudiant s'y opposèrent fermement. Elle était également ouverte à l'acceptation de l'aide d'autres nations ayant de bonnes intentions. Les négociations échouèrent, et le pape déclencha l'affrontement et envoya son subordonné, Goli, au combat. Goli brandissait l'une des armes mortelles du péché, et le jeune robot s'est porté volontaire pour lui faire face. Cependant, l'arme de Goli pouvait absorber toutes les attaques, rendant le robot et l'artiste martial impuissants. Goli s'est ensuite téléporté vers Honda, avec l'intention de mettre un terme au combat, mais Tori s'est précipité et l'a poussé sur le côté. Future a intercepté l'attaque juste à temps. À ce moment-là, le roi de tout le dirigeable est arrivé. Pour clarifier, le seigneur précédent gouvernait Makawa sur le terrain, tandis que ce roi dirigeait le dirigeable, la capitale de l'Extrême-Orient. L'académie résidait dans cette capitale volante, ce qui lui accordait une autorité partielle sur elle. Le roi exigea que le pape retire ses forces, car il mettrait personnellement fin à la rébellion des étudiants. Il a annoncé que les étudiants seraient punis en ayant peu de personnes pour les combattre, car il l'avait nommé chef de l'unité de garde. Leur professeur intervint, convainquant le pape de se retirer, mais la bataille devait continuer. Le match entre Honda et Tori s'étant terminé par un match nul, un tie-breaker était nécessaire. Toute la classe s'est battue pour avoir la chance de participer, mais à la fin, c'est la sœur aînée de Tori, Kimi, qui s'est manifestée. Personne ne s'y est opposé, et même Tori lui a concédé sa faveur. Avant le combat, Tori proposa que le roi abdique s'il gagnait, mais le roi refusa, arguant que Tori ne comprendrait pas le fardeau de la royauté. Lui-même avait été contraint d'occuper ce poste par le conseil pour empêcher la destruction de la ville. Le match a commencé. Kimi, une danseuse, utilisait une magie liée à sa danse. Elle a invoqué un esprit divin pour un contrat. Fito pensait pouvoir mettre fin au combat avec un seul coup, mais elle n'a pas réussi à porter un coup. Elle a tenté un coup bas, mais a quand même raté sa cible. Intriguée, elle demanda quel sort était en vigueur. Bien que Kimi ne veuille pas répondre, elle révéla avec confiance sa faiblesse, seul ce qui pouvait faire trembler son cœur pouvait la toucher. Elle invoqua ensuite un espace sombre et continua sa danse rituelle pour l'esprit. Les attaques de Futo sont restées inefficaces, elle a donc augmenté sa vitesse et a finalement porté un coup sur Kimi. Pourtant,
Kimi n'est pas tombée. Elle n'avait pleuré qu'une seule fois dans sa vie à cause de Tori. Il y a des années, Tori avait été dévastée après avoir perdu Horizon, refusant de manger. En désespoir de Ko, Kimi l'avait jeté par la fenêtre et lui avait bourré la bouche de nourriture épicée, le forçant à comprendre l'amertume qu'Horizon avait endurée. C'est elle qui a permis à Tori de continuer à avancer jusqu'à maintenant. Voyant que les attaques directes étaient vaines, Futo utilisa la capacité de réflexion de sa lance pour frapper. Cependant, elle n'a réussi à couper qu'une partie de la tenue de Kimi. Kimi a ensuite abordé un Futo éclairé sur la véritable essence de la féminité. Cette révélation a permis à Futo de comprendre et de concéder volontairement le match. Miraculeusement, le pape réapparut immédiatement pour se moquer du roi. En réponse, le roi accepta d'accorder à Tori et à l'école l'autorité, mais refusa d'abdiquer. Si Horizon était sauvé, il continuerait à gouverner les deux villes mais établirait deux vice-rois, Tori et Horizon. Cependant, cet arrangement n'avait pas encore reçu l'approbation du Conseil international. Honda leur a rappelé qu'il y a 30 ans, un traité de paix avait été signé entre les nations. Ce traité devait bientôt expirer et un nouveau devait être négocié. Ils ont décidé d'obtenir la reconnaissance officielle de leur nouvelle fonction le jour de la signature du traité. Une fois au pouvoir, ils récupéreraient toutes les armes du péché mortel et les rendraient à leurs propriétaires légitimes. Mais le pape les a ignorées et est resté fidèle à son plan de séparer Horizon de l'arme du 9e péché mortel. Leur professeur a résumé la situation puisque leur camp avait remporté le débat. La décision a été de procéder au sauvetage d'Horizon. Tori a pris les devants, déclarant que quiconque ne souhaitant pas se joindre à eux pouvait rester derrière. Horizon était la personne la plus précieuse pour lui, et il ferait tout pour la sauver. Le roi doutait de la capacité de Tori à accomplir quoi que ce soit, mais toute la classe le suivait. En chemin, Tori a chargé plusieurs membres de planifier soigneusement leur stratégie. Le directeur est arrivé, remettant à Tori une lettre d'inscription à Horizon et exprimant l'espoir que tout le monde reviendrait sain et sauf. La mission de sauvetage serait effectuée uniquement par les étudiants. L'ensemble des étudiants est arrivé à l'extérieur de la prison d'Horizon, mais alors qu'un avion de reconnaissance passait, il semblait qu'ils avaient été repérés. Le stratège de cette mission était Nechen, le secrétaire du conseil étudiant. Les sœurs jumelles Ange se sont lancées dans la reconnaissance, repérant le nombre d'ennemis et leurs positions exactes pour formuler un plan de bataille précis. Nechen demanda une fois de plus au groupe s'il était prêt à continuer, personne ne recula. Il s'est ensuite tourné vers Tori et lui a demandé s'il était prêt à mener la charge. Avant même qu'il puisse demander, Tori avait déjà disparu. Adèle, la fille en armure, le vit se précipiter en avant. Tori s'est alors retourné et a demandé pourquoi tout le monde se déplaçait si lentement, pensant qu'il avait déjà lancé l'attaque. Tout le monde s'est précipité en avant. Tori atteignit l'entrée et ouvrit la porte, mais se retrouva confronté à des tirs ennemis. Miraculeusement, il a sprinté et s'est mis à l'abri derrière un rocher sans être touché. Les autres sont arrivés et l'ont protégé, incitant l'ennemi à déployer un énorme canon. L'ancienne armure d'Adèle, conçue spécifiquement pour la défense, a intercepté l'obus entrant. Bien qu'une armure moderne n'aurait pas résisté à l'explosion, la combinaison d'Adèle a été conçue pour de tels scénarios. Elle a bloqué un autre tir et est restée indemne. Le groupe s'est aligné derrière elle, l'utilisant comme couverture pendant qu'elle menait l'avancée. Le membre le plus fort de la classe a ensuite soulevé Adèle, lui permettant de se déplacer plus rapidement tout en servant de bouclier. Un dirigeable ennemi a tiré un coup de feu pour couper leur voie d'évasion et a même ciblé le vaisseau de commandement, incitant les femmes de chambre robotisées du chef du bureau à intervenir. Asama a géré la contre-attaque en invoquant des jambes stabilisatrices magiques et en tirant son arc massif. Elle a tiré une énorme flèche qui a non seulement intercepté le tir de l'ennemi, mais a également endommagé leur dirigeable. Pendant ce temps, une machine de guerre ennemie a été activée, alors les anges jumeaux et leur homologue déchu ont pris le combat. Les jumeaux se transformèrent et s'engagèrent dans une intense bataille aérienne avec la machine ennemie, mais aucun des deux camps ne sembla prendre le dessus. Conscients qu'ils avaient besoin d'une approche plus intelligente, ils ont ciblé ses points faibles. L'ange déchu a servi de diversion pendant que la sœur de l'ange tirait un coup précis sur une zone vulnérable. Cependant, elle fut bientôt abattue et perdit connaissance en plein vol. La machine de guerre ennemie s'est avancée pour l'achever, mais à ce moment-là, un pilote d'élite à la retraite de l'armée sainte a contacté les jumeaux de manière inattendue. Il leur a rappelé que bien qu'il soit le meilleur pilote de son unité, il avait déjà été vaincu par eux. Accepterait-il d'être battu par un simple inconnu maintenant? Revigoré par ces paroles, la sœur de l'ange fit une offrande à son balai, déclenchant une puissante explosion à l'endroit qu'elle avait précédemment affaibli. La machine de guerre a été détruite, accomplissant ainsi leur mission. À ce moment-là, les forces adverses ont alors choisi de concentrer leur offensive sur le petit groupe de Tori, mais Tori est resté imperturbable. Grâce aux sœurs jumelles qui avaient dégagé le ciel plus tôt, la machine de guerre de Maemasa était désormais libre de se lancer, plongeant directement dans la formation ennemie. Elle a amené avec elle plusieurs combattants compétents, dont Nit. Nit fut jetée en premier, elle balança ses deux chaînes, attrapant les plaques blindées que Maemasa avait lancées après elle,
et fit des ravages dans les rangs ennemis. Avec 4 chaînes en mouvement, elle traversa seule les lignes ennemies, avançant vers Tori. Mahemasa est arrivée peu de temps après et a dit au groupe qu'elle s'occuperait des choses là-bas pendant qu'ils avanceraient. Mais à ce moment-là, le pape Inacesio et Galilée, accompagnés de toute leur unité de force spéciale, entrèrent enfin sur le champ de bataille. Le pape brandit son arme mortelle du péché et activa un mode spécial d'invalidité lui permettant de démonter les armes de quiconque il considérait comme un ennemi dans un rayon de 3 km. Le cours de la bataille a changé instantanément lorsque tous les alliés de Tori ont découvert que leurs armes étaient devenues inutiles. Il ne s'agissait pas seulement d'armes, même les capacités physiques, améliorées, comme les coups renforcés des artistes martiaux, étaient annulées. Face à cette crise, Tori a demandé si quelqu'un souhaitait se retirer, mais personne n'a hésité dans sa résolution initiale. Voyant leur détermination, Tori a demandé à Asama de conclure un contrat pour lui. Asama a ensuite établi un contrat entre Tori et le dieu du divertissement, accordant à Tori la capacité de transférer le pouvoir à ses alliés au prix d'absorber toute leur impuissance. Comme Tori était reconnu comme vice-roi, son autorité divine était sans limite. Asama a prévenu que le prix à payer pour ce pouvoir écrasant était que Tori devait rester heureuse à tout moment. Toute émotion négative, tristesse ou désespoir compromettrait son existence. Même avec leur nouvelle force, les progrès restèrent lents. Pour sortir de l'impasse, Honda a défié le pape dans un duel en tête-à-tête. Elle voulait qu'il vienne à sa place, mais il a insisté pour qu'elle vienne à lui. Comme il s'agissait d'un duel, il a temporairement désactivé l'effet de désintégration de ses armes, permettant aux forces de Tori d'avancer. Pendant ce temps, Honda avançait lentement et délibérément, gagnant du temps. Irrité par ses pitreries, le pape perdit son sang-froid et fonça imprudemment sur elle. Pendant ce temps, Galilée affrontait l'artiste martial. Dès que le combattant s'est jeté sur lui, Galilée a utilisé la magie pour le repousser. Ils ont tous deux pris un moment pour s'expliquer mutuellement leurs capacités. Le pouvoir de Galilée lui a permis de créer un système solaire miniature sous les pieds de son adversaire. S'il se positionnait sur un corps céleste spécifique, il pourrait se déplacer en fonction de la trajectoire orbitale de ce corps. Cependant, s'il se tenait à la position représentant le Soleil, il deviendrait complètement stationnaire. Malgré cela, l'artiste martial s'est immédiatement précipité en avant et a lancé un coup de poing, puis un autre. Sa vitesse était si incroyable que Galilée ne réussit à le piéger à la position du Soleil qu'après le deuxième coup. La capacité de l'artiste martial était un combo de 3 coups. Le premier coup était une attaque dévastatrice, le deuxième brisait les défenses, et si le troisième touchait, l'adversaire était complètement neutralisé. Au moment où Galilée s'apprêtait à prendre ses distances, le robot s'est soudainement précipité par derrière, le poignardant directement à travers. N'ayant aucun moyen d'esquiver, Galilée fut frappé par le troisième et dernier coup de l'artiste martial. Pendant ce temps, le pape s'est attaqué directement à Honda. Elle a soudainement concédé sa défaite, à sa grande satisfaction. Il s'agit de sa deuxième victoire sur elle, en comptant le débat précédent. Triomphant, il ordonna à ses troupes de se lever et de continuer le combat. Au même moment, Feu-Dieu rencontre Takabana. Il s'est demandé pourquoi elle n'était pas sur le champ de bataille principal, étant donné que sa capacité pouvait contrer le pouvoir du pape. Cela lui a fait réaliser qu'elle aurait dû y penser plus tôt, mais elle l'a ignoré, disant qu'elle avait été affectée à ce poste et qu'elle avait ses propres raisons de vouloir reconquérir l'honneur de son père. Tous deux se sont vantés de ne jamais s'être donnés à fond lors de leur combat précédent et de se battre désormais sérieusement. Comme tous deux excellaient en vitesse, une seule erreur pouvait leur être fatale. Après une série de mouvements à grande vitesse, Takabana a tenté d'attaquer par derrière. Cependant, Feu-Dieu a anticipé cela, utilisant sa lance pour le lancer dans les airs et l'étendre, le faisant rebondir sur sa surface. Mais Takabana avait appris à contrer cela, il planta son pied sur la pointe de la lance pour l'empêcher de le renvoyer, puis se précipita en avant pour riposter. Changeant de stratégie, il transforma son arme en canon et la pointa sur le navire de commandement. Avancé ses intentions, il a déclaré qu'ils avaient le choix. Ils pourraient se retirer en toute sécurité, mais s'il insistait pour sauver Horizon, il paralyserait leur vaisseau. S'il restait, les renforts de l'armée sainte arriveraient et Horizon serait inévitablement capturé à nouveau. En entendant cela, Feu-Dieu reprit connaissance. Elle s'est souvenue de son entraînement avec son père et a trouvé la détermination de se lever à nouveau. Tout comme son père avait autrefois risqué sa vie pour servir son seigneur, elle aussi se battrait jusqu'au bout pour soutenir son souverain Horizon. Tout le monde a également appelé et demandé si elle avait besoin d'un approvisionnement en énergie de Tori, mais elle n'en avait pas besoin. Les deux ont ensuite continué leur combat, avec la vitesse une fois de plus poussée au plus haut niveau. Les deux camps ont essayé d'éviter autant que possible de commettre des erreurs, mais Feu-Dieu a été un pas plus rapide, repoussant l'arme de Takabana et assurant la victoire. Elle a pris son arme et est partie. Depuis que le commandant Takabana a été vaincu, le navire de guerre de l'armée sainte s'est rapidement retiré. Nemasa, venant juste de finir de mettre hors d'état les ennemis devant lui, a rejoint tout le monde. Pendant ce temps, Tori était arrivé au lieu de détention d'Horizon. Il lui a demandé si elle le reconnaissait.
Elle savait qu'il était un client régulier qui venait au café et qui laissait toujours de la monnaie supplémentaire pour profiter de la possibilité de lui tenir la main. Lorsque Tori a tenté de la toucher, Horizon l'a averti que s'il touchait le mur, il mourrait, car le mur ferait en sorte que quiconque le toucherait se rappellerait des souvenirs douloureux et se désintégrerait progressivement. Horizon ne voulait pas être sauvée parce qu'elle ne voulait pas affecter le monde. Elle ne voulait pas que le monde soit impacté à cause de Tori. Cependant, Tori a déclaré qu'il allait conquérir le monde avec le pouvoir des armes des péchés capitaux. Il deviendrait le roi du monde et mettrait fin à la guerre et à tous les conflits. Il était prêt à déclarer la guerre à tout et par tous les moyens possibles pour récupérer les émotions perdues d'Horizon. Tori comprit alors qu'il venait d'entrer en opposition avec le monde entier. Mais ce n'était que son propre idéal, pas Horizon, alors elle a refusé. Tori a carrément avoué qu'il l'aimait beaucoup. Mais comme elle était un robot, elle ne comprenait pas ce qu'il venait de dire. Même s'il a été rejeté et s'est senti gêné, il s'est quand même forcé à sourire. Au début, Horizon était catégorique, elle méritait de mourir et n'avait aucune émotion, donc elle et Tori ne pourraient jamais être ensemble. Cependant, en suivant la manière logique dont une machine penserait, Tori l'a habilement guidé pour passer de son point de vue d'origine à la croyance en cette perspective. Il a d'abord avancé que même si elle était un robot, elle pourrait toujours faire des jugements erronés. Il a aidé Horizon à réaliser qu'elle avait encore des émotions et qu'il l'aiderait à les récupérer. Intelligemment, il a ensuite demandé si Horizon lui permettrait de faire grandir sa poitrine, ramenant Horizon à son état initial, incitant tout le monde à crier à Tori d'aller mourir. Horizon pensait que devenir dirigeant était le choix optimal, mais elle voulait seulement travailler dans ce café. Tori lui a dit qu'elle pouvait faire les deux en même temps, et comme cette solution était jugée optimale par Horizon, Tori devait maintenant trouver un moyen de détruire le mur. Le pape ne voulait plus attendre et ordonna à ses forces d'attaquer. Toute la classe de Tori s'est également mobilisée pour défendre leur leader. Le pape voulait défier Tori, mais Futo s'est précipité pour l'intercepter. Elle voulait combattre à la place de son chef, forçant le pape à abandonner cette idée. Tori voulait que le pape attende qu'il ait fini de confesser son amour. Cependant, il a accidentellement placé sa main sur la poitrine d'Horizon et a été entraîné dans son pire souvenir. Depuis qu'il avait touché Horizon, elle était également entraînée avec lui. Ce jour-là, comme la sœur aînée d'Horizon n'était pas à la maison, elle a passé la nuit chez Tori et lui a préparé le petit déjeuner le lendemain matin. Mais il a dit que c'était mauvais, ce qui a poussé Horizon à partir. Il a essayé de la poursuivre, mais cela l'a fait fuir et a provoqué l'accident. Il pensait qu'il était stupide d'avoir provoqué cela. Les deux se disputèrent à nouveau, et Horizon aida Tori à réaliser qu'elle avait toujours voulu être son égale. Elle n'a jamais voulu être sauvée par lui, elle voulait seulement être aidée. Tori a finalement compris, et il a pu tenir la main d'Horizon, leur permettant à tous les deux de survivre et de revenir. Tori a soumis une demande d'inscription scolaire à Horizon, et elle l'a acceptée. Maintenant qu'Horizon était officiellement une étudiante de l'académie, elle ne pouvait être jugée que lors de la conférence de signature. Le groupe s'est immédiatement retiré et un dirigeable est arrivé pour récupérer la classe. Tori voulait aller avec Horizon pour s'emparer de l'arme des péchés capitaux du pape, mais il ne pouvait pas l'atteindre, il n'avait donc pas d'autre choix que de battre en retraite. Cependant, au moment où Tori était sur le point de saisir le filet pour être remonté, le pape a attaqué le navire car la demande d'inscription devait parvenir à l'académie pour être officiellement acceptée. Tori a raté sa chance, alors il a utilisé des chaînes pour envoyer l'étudiant Slime de leur classe pour attraper Tori et Horizon et les tirer vers le haut. L'unité de haut rang du pape a piloté de manière autonome un cuirassé pour les poursuivre afin de maintenir l'image du pape. Même s'ils ont outrepassé leur autorité, le pape leur a permis de poursuivre leurs activités. Ils ont poursuivi et percuté le vaisseau du groupe de Tori. Nishina proposait une solution pour qu'Horizon utilise l'arme des péchés capitaux. Elle brandit le canon récupéré à Tacobana et ouvrit le feu. Cependant, la puissance de l'ennemi était écrasante, la repoussant progressivement. Tori a éveillé le pouvoir unique d'Horizon, lui redonnant accès aux émotions qu'elle avait perdues. Avec cette arme, elle ressentit du chagrin. Au moment où elle détruisait le vaisseau ennemi, Horizon fondit en larmes de chagrin. Tori lui a dit de continuer à pleurer, de pleurer à sa place, car une fois qu'elle aurait retrouvé toutes ses émotions, elle n'aurait plus besoin de pleurer. Le groupe est revenu avec succès à l'académie et a organisé une célébration. Pendant ce temps, le professeur et le chef du bureau ont découvert une tache de sang et, de manière inattendue, un dirigeable de l'organisation Oda est passé. Les personnes à bord étaient connues sous le nom des 6 grands rois démons. On aurait dit qu'ils les saluaient simplement, mais ils étaient peut-être conscients que leur propre vaisseau était camouflé. À ce moment-là, le groupe de Tori se livra à un festin et Honda décida de commencer à s'habiller en femme. Elle a également découvert que la propriétaire du café qu'elle fréquentait fréquemment était en fait la mère de Tori et de sa sœur. Tori et Horizon ont fini par s'endormir. Le lendemain matin, Horizon prépara à nouveau le petit déjeuner pour Tori, mais le plat semblait toujours difficile à avaler. Pendant ce temps, Tacobana avait été démis de ses fonctions, l'autorité étant désormais transférée à Jin.
Ce jour-là, d'une manière ou d'une autre, le navire de l'armée sainte a réussi à contourner la barrière de camouflage de l'Académie. Ils ont lancé une attaque surprise, forçant tout le monde à se mettre en position défensive. Ils ont lancé des attaques sur des zones résidentielles, provoquant une grande confusion. L'ensemble du vaisseau a dû passer en mode accélération et se préparer au lancement dans 3 minutes, ce qui signifie qu'ils ont dû tenir jusque-là. Alors que Tori sortait de sa maison, il n'avait toujours aucune idée de la situation. Le navire a ensuite diffusé un message, exhortant les civils à rester calmes et à tenir bon jusqu'à ce qu'ils puissent évacuer en toute sécurité. Honda s'est précipité soudainement, disant à Tori de la suivre. Pendant ce temps, Asama a pris son arc pour le mettre hors d'état les assaillants. Elle ne savait pas quand on lui avait donné le surnom de non-assassine. La présidente de classe a informé Asama que les cabines d'eau avaient déjà été payées, elle pouvait donc tirer à volonté. Neshen ordonna que tous les câbles soient retirés, créant ainsi un chemin menant au navire ennemi. Cependant, l'ennemi décide également de déployer son artillerie lourde. À ce moment-là, la fille Angélique abattait l'équipe de baseball ennemie lorsqu'elle s'est soudainement rendue compte que ses attaques étaient annulées. Ils découvrirent bientôt que l'ennemi possédait 2 armes mortelles, l'une capable de ralentir le temps des adversaires et l'autre d'affaiblir leur force. Le balai de l'ange fut rapidement rendu inutile. Voyant cela, Namasa activa son robot, qui, grâce à sa masse de 10 tonnes d'acier, ne subirait pas l'affaiblissement. Cependant, l'ennemi a également déployé son propre robot pour s'engager dans la bataille. Fudu a rapidement rejoint le combat et a coupé la magie ralentissant le temps affectant Namasa. Pourtant, l'ennemi croyait toujours qu'il s'agissait de l'une des 4 armures de combat, possédant une puissance égale à celle d'une arme des péchés capitaux. L'ennemi a ensuite activé la compétence du robot, créant un chemin. Pendant ce temps, la jeune fille tombée était occupée à évacuer les étudiants de l'académie. Elle a rencontré Azuma et s'est renseignée sur la fille fantôme. Azuma la rassura en lui disant que la fille fantôme allait bien et qu'il prévoyait d'élever l'enfant. À l'extérieur, la bataille restait intense. L'adversaire de Fudu était extrêmement prudent quant à la capacité de réflexion de sa lance. Pendant ce temps, le robot de Namasa était complètement dépassé en territoire ennemi. Le robot ennemi lui a mordu une jambe, la forçant à la détacher. Elle a ensuite été envoyée voler, mais au moins elle avait gagné suffisamment de temps. Namasa s'est alors avancé pour demander un cessez-le-feu entre les deux parties. Horizon a soudainement demandé à Honda de faire quelque chose, et bien qu'elle semblait réticente, elle a réalisé une action plutôt absurde. Elle a ensuite continué à demander un cessez-le-feu, mais Jin a soudainement chargé Honda. Honda a à peine réussi à bloquer l'attaque, permettant à Fudu d'intervenir. Nit est également arrivé, lançant un conteneur de marchandises entier sur Jin. Cependant, Jin est resté indemne et était prêt à continuer le combat. Sur le navire de l'armée sainte, un autre individu est apparu brandissant une arme des péchés capitaux. Elle a lancé un sort pour maudire la partie du corps dont sa cible était la plus insatisfaite. Tori s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre à côté de la fille brandissant l'arme des péchés capitaux, la choquant quand elle a réalisé qu'il était terrien. Elle l'a immédiatement repoussé, et juste à ce moment-là, alors que le ninja volait des informations classifiées à l'armée sacrée, Tori est tombé là où il se trouvait. Horizon a ensuite utilisé le canon qu'elle avait pris à Takabana plus tôt et a tiré sur le navire ennemi. Jin est intervenu pour bloquer l'attaque, et peu de temps après, le robot ennemi est également venu en aide. Cependant, le vaisseau de l'académie a profité de cette opportunité pour s'échapper. Jin tente de les poursuivre, mais Fudo repousse son attaque et, avec le navire, réussit à s'enfuir. Tori a ensuite rencontré Horizon, mais a été frappée de manière inattendue, elle voulait qu'il mette des vêtements. Honda a ensuite attaché le cou de Tori et a ordonné qu'il ne soit pas autorisé à aller n'importe où jusqu'à ce que le navire s'arrête. Peu de temps après, leur navire s'est approché de manière inattendue des eaux territoriales de l'Angleterre. Un vaisseau volant s'est approché d'eux, leur demandant de s'arrêter, invoquant leur mauvaise relation avec l'armée sainte et plusieurs autres membres de l'Alliance. Cependant, Neshin découvrit alors que les ennemis de haut rang de l'Angleterre avaient déjà infiltré leur navire. Il demanda à tout le monde de résister 3 minutes jusqu'à ce qu'ils entrent complètement dans le territoire de l'Angleterre. Au même moment, le vieux pape remarqua que l'armée anglaise était en conflit avec l'Académie. La jeune fille tombée a rencontré 4 ennemis sur le navire, qui se sont présentés comme les aides de la chasse d'Angleterre. Le premier était Robert, le deuxième Will, le troisième Ben et le dernier était Shakespeare. Will s'est envolé et a utilisé la magie pour forcer tout le monde à se coucher au sol. Sa capacité lui permettait de partager son poids corporel avec d'autres. La fille tombée a tenté de lancer une fiole, mais a été repoussée par Robert, qui possédait également une arme des péchés capitaux qui lui permettait de contrôler les armes de son adversaire. Maintenant à portée d'attaque, elle a rapidement appelé Asama à l'aide. Elle a transmis un message codé à travers ses paroles, et Tori a alors déclaré que leur académie ne céderait pas à l'Angleterre. Asama a répondu en tirant une flèche sur la fille tombée, la repoussant loin du champ de bataille contrôlé des flèches la visant. À ce moment-là, le robot garçon rejoint la bataille et les artistes martiaux sont intervenus pour combattre Ben. Robert a ensuite laissé tomber des lances dans les ponts inférieurs du navire,
permettant à Will de transférer son poids sur elle. Cela a provoqué une surcharge du navire en raison d'une masse inconnue. Kimi s'est approché d'Asama et a noté son désavantage puisqu'Asama était une nonne, il lui était interdit de tirer sur les gens. Robert s'est préparé à tirer davantage, mais l'ami musclé est intervenu en portant Adèle, stoppant l'offensive. Neshan est également arrivé, prêt à se battre. Sa capacité lui permettait de transformer les mots en pouvoir. Cependant, Shakespeare lui a froidement dit que ces mots n'étaient pas suffisants pour s'opposer à un véritable écrivain. Elle a ensuite invoqué des personnages de ses œuvres et les a matérialisés dans la réalité. Neshan a tenté de les détruire, mais Shakespeare les a simplement recréés, en invoquant encore plus de personnages de ses histoires. Pendant ce temps, Will imposait son poids directement sur le robot d'Adèle, la faisant s'enfoncer, elle et son ami musclé, plus profondément dans le vaisseau. Ben a renforcé sa propre force pour combattre l'artiste martial. Shakespeare a ensuite révélé que son pouvoir lui permettait d'invoquer une autre arme des péchés capitaux. Cette arme lui a donné la capacité de transformer la douleur physique et émotionnelle en puissance. Même les critiques de Neshan sur ses œuvres sont devenues une source d'énergie pour elle. Plus importante encore, elle savait que Neshan avait fait partie d'un centre d'entraînement militaire spécial. Ce centre appartenait à l'armée sainte, mais avait été détruit 13 ans auparavant par un groupe d'enfants rebelles. Elle a ensuite révélé que Neshan était l'étudiant numéro 13 de cet endroit. Ce jour-là, elle avait également été blessée par Neshan, ce qui n'avait fait qu'accroître davantage son pouvoir lorsqu'elle l'avait revu. Neshan fut bientôt dépassé par les guerriers invoqués par Shakespeare, alors il fit semblant d'être touché et tomba pour leur échapper. Il a ensuite réorienté le cap du navire. Le navire a modifié sa trajectoire de vol et est entré avec succès sur le territoire anglais. À ce moment-là, l'Angleterre et l'Académie découvrirent qu'un vaisseau invisible tirait sur eux. Bien que l'Académie ait réussi à échapper à l'attaque, la balle fut détruite par la suite par un Excalibur. Pendant ce temps, le petit navire transportant le groupe de Honda se trouvait dans une position dangereuse s'ils n'agissent pas. Il s'écrasait sur le vaisseau principal lors de l'atterrissage. Honda a alors demandé à Fudio de libérer les câbles de transport pour détacher le petit navire. De façon inattendue, Tori est tombé directement à l'endroit où se trouvait le fonctionnaire qui l'avait précédemment accompagné, le père de Honda. Au sol, une silhouette masquée remarqua que le vaisseau de Honda était sur le point de s'écraser et que des enfants se trouvaient dans la zone d'atterrissage. Voyant la silhouette masquée sur le point d'attaquer le navire pour modifier sa trajectoire, les ninjas se précipitèrent pour l'arrêter. Cependant, la silhouette masquée l'a giflé avant de se rendre compte que Fudio avait déjà pris des précautions et avait réussi à sauver les enfants. Le ninja courut alors en avant. Pendant ce temps, le navire principal s'approchait du port d'Angleterre, mais le robot féminin qui le pilotait remarqua qu'ils avaient perdu la communication avec le groupe de Honda. Tori fut choqué, réalisant qu'Horizon était également avec le groupe de Honda. Honda, mal à l'aise d'être séparé de l'équipe de Tori, ne lui faisait pas confiance pour négocier leur amarrage. Au même moment, Ben et les autres A du combat anglais s'étaient regroupés. La jeune fille qui avait auparavant utilisé une technique Excalibur, a décidé de profiter des nouvelles ressources arrivant en Angleterre pour aider leur combat contre l'armée espagnole. Ailleurs, Jin et Ashwana, la fille qui avait accidentellement touché la partie intime de Tori auparavant, s'inquiétaient toutes deux pour Tachibana, car il leur avait donné à chacune une raison de vivre. Ils furent bientôt informés de la situation du navire de l'Académie en Angleterre. Cette nuit-là, Honda est arrivé pour échanger les équipes de nuit avec Nit. Fudio surveillait actuellement Horizon, qui dormait depuis 20 heures d'affilée depuis qu'il avait utilisé l'arme des péchés capitaux. Le ninja est arrivé plus tard, leur disant d'aller se reposer pendant qu'il prenait le relais pour assurer la garde. Les deux filles souhaitaient pouvoir prendre un bain chaud, et le ninja les informa que Shiro l'avait déjà arrangé. Il trouvait étrange que le ninja soit si attentionné, mais n'ait toujours pas de petit ami. Juste à ce moment-là, Tori est arrivé et a annoncé qu'il rencontrerait le Conseil d'Angleterre le lendemain. Pendant ce temps, Neshen boudait lorsque la jeune fille tombée s'approcha de lui. Comme ils avaient tous deux perdu leur bataille précédente, ils avaient un terrain commun pour évacuer leur frustration. Neshen a révélé qu'il avait été maudit par un personnage des histoires de Shakespeare, un tueur de rois. La seule façon de lever la malédiction était d'empêcher Tori d'agir, c'est pourquoi il évitait désormais tout contact avec lui. Il lui a alors demandé ce qui la troublait. Elle a admis qu'elle avait toujours vécu dans l'ombre de sa sœur. Elle voulait montrer à tout qu'elle pouvait réussir par elle-même sans dépendre de sa sœur, mais elle avait l'impression d'être toujours reléguée au second plan. Le lendemain matin, Tori a officiellement piloté le vaisseau pour récupérer Horizon et les autres. Alors qu'il essayait de courir vers le navire, Fudio le renversa. Pendant ce temps, le navire de Honda avait reçu des provisions et allait bientôt rejoindre le navire principal. Tori, une fois de plus complètement nue, courut vers Horizon, mais elle s'était réveillée et l'avait immédiatement assommée. Alors que les autres filles arrivaient, Horizon les informa qu'elle aurait besoin de dormir à nouveau pour réorganiser ses souvenirs et qu'elle les reverrait plus tard. Pendant ce temps, le ninja rencontrait à nouveau la silhouette masquée. Le ninja a été chargé d'organiser et de nettoyer un cimetière voisin pendant que la silhouette masquée était chargée d'inspecter son état.
Tori les a ensuite appelés et leur a dit de s'entraider pour accomplir leurs tâches. Ailleurs, Jin essayait de s'occuper de Tachibana, mais le chancelier est arrivé et l'a empêché de faire quoi que ce soit d'imprudent. Jin était profondément peiné par l'état de Tachibana et supplia le chancelier de lui rendre service si elle pouvait accomplir un grand exploit. Elle souhaitait l'aide du chancelier pour rétablir la position de Tachibana. Elle était prête à payer n'importe quel prix pour cela. Au même moment, le ninja et la silhouette masquée nettoyaient les épées du cimetière. Les ninjas semblaient retirer les épées avec facilité, alors il a partagé une astuce en appuyant d'abord sur l'épée pour élargir le trou dans le sol. La silhouette masquée spéculait que le ninja pourrait être capable de retirer Excalibur. Cependant, le ninja a rejeté l'idée, disant que même la reine Mary d'Angleterre ne pouvait pas le retirer, il n'avait donc aucune chance. La silhouette masquée soutient que l'actuelle reine Mary n'était pas digne du trône, car elle se cachait constamment dans la tour de Londres en raison de l'armée espagnole qui la ciblait. Cependant, les ninjas voyaient les choses différemment, ils pensaient que la reine actuelle avait une vie difficile, forcée de vivre selon la volonté du peuple, portant les fardeaux de la monarchie, de la solitude et de la souffrance sans que personne ne le sache. Soudain, la silhouette masquée perdit l'équilibre, ce qui fit glisser sa cape et révéla qu'elle était une fille. Le ninja était troublé, mais elle le supplia de ne pas révéler son secret. Juste à ce moment-là, Tori a appelé, et le ninja a dû bloquer sa vue pour l'empêcher de la voir. Tori a demandé l'aide des ninjas pour installer une source chaude dans laquelle lui et les filles pourraient se baigner. À ce moment-là, Nit a détecté un intrus, Ben. Il a prétendu n'avoir aucune mauvaise intention et a ensuite présenté deux autres, Walsingham et Charles, le trésorier d'Angleterre. Charles s'avança, s'inclina et demanda avec insistance leur aide pour sauver l'Angleterre. Ils ont ensuite été amenés à Shiro pour de nouvelles discussions. Shiro, dans un effort de négociation, révéla qu'ils avaient apporté 2000 tonnes de viande de Makawa, ce qui pourrait nourrir les citoyens anglais pendant un mois. Cependant, la viande se gâtait en 2 semaines, ce qui signifiait qu'il fallait la vendre rapidement. Pour résoudre ce problème, Shiro a proposé un accord dans lequel les deux parties organisent un festival pour accélérer la consommation de viande, générant ainsi des revenus importants. En cas de succès, ils aideraient l'Angleterre à combattre l'armée espagnole. Des négociations ont toutefois été nécessaires pour déterminer le temps de préparation et la durée du festival. Étant donné que l'Académie était celle qui avait un besoin urgent de vendre la viande, elle était désavantagée si elle ne pouvait pas garantir suffisamment de temps de préparation. Shiro et Charles ont négocié, mais à la fin, Shiro a dû s'incliner de manière spectaculaire et même offrir un cadeau pour obtenir 6 jours de préparation. Cependant, après quelques discussions, Shiro décide de raccourcir la période de préparation. Pendant ce temps, Honda demande à Suzu de se rendre à la Tour de Londres en tant qu'envoyé diplomatique. La raison pour laquelle Suzu a été choisie était qu'elle avait déjà entendu un bruit étrange provenant de la tour, alors il voulait qu'elle enquête. Futio l'accompagnait en tant que garde du corps. Après de nouvelles négociations, Shiro et Charles ont convenu que le festival durerait 13 jours, avec un jour de repos entre les deux. Les jours exacts de préparation et de fête seront déterminés plus tard. Les deux parties se serrent la main, espérant un accord fructueux. Ce soir-là, Shiro et tout l'équipage du navire célébrèrent la conclusion d'un accord commercial majeur. Pendant le festin, la fille masquée a demandé au ninja comment il pouvait manger malgré le fait qu'il portait un foulard, ce à quoi il a répondu que c'était une technique personnelle. Elle lui a alors demandé pourquoi il suivait toujours les ordres ou s'il savait même refuser une tâche qu'il ne voulait pas faire. Le ninja expliqua qu'en tant que ninja, il devait réprimer ses émotions pour accomplir ses missions. À ce moment-là, un corbeau est arrivé, avertissant son maître de rester loin des ennemis. Il a été révélé que le nom de la fille masquée était Harry. Le ninja offre un morceau de viande au corbeau pour le calmer. Asama reconnut alors le corbeau comme étant une ancienne bête spirituelle divine et lui demanda pourquoi il était là, à manger de la viande. Le corbeau s'est immédiatement envolé. Tori demanda plus tard à Harry si elle savait quelque chose à propos d'un certain emblème. D'après ce qu'elle savait, il s'appelait le sceau à double tour. Harry a confirmé que des enquêtes sur l'emblème étaient également en cours en Angleterre, mais elle n'avait pas plus d'informations. Juste à ce moment-là, un kobold est arrivé pour annoncer que les sources chaudes étaient terminées. Le ninja a payé le kobold, bien que la créature ait eu une attitude plutôt insolente. Tori a ensuite fait en sorte que le ninja et Harry se baignent en premier, car tout le monde croit toujours qu'ils étaient tous les deux des hommes, donc partager un bain n'était pas considéré comme inhabituel. Pendant ce temps, Azuma demandait au groupe ce que signifiaient les relations sombres entre hommes et femmes. La plupart des gens comprenaient à quoi il faisait référence, mais certains étaient encore trop innocents et n'en avaient aucune idée. Finalement, ils ont laissé la responsabilité d'expliquer le problème à Honda. Au même moment, les ninjas ont été invités par Harry à prendre un bain ensemble. Pendant ce temps, Honda a décidé de prendre un jour de repos demain pour profiter librement avant de se regrouper au centre de l'Angleterre. Tori voulait emmener Horizon à un rendez-vous pour qu'elle puisse ressentir des émotions. Si Horizon trouvait vraiment les émotions nécessaires pour elle-même, il l'aidera à récupérer les armes des 8 péchés capitaux. Cependant,
Horizon n'avait pas besoin de ses émotions car elle ne voulait pas entraîner tout le monde dans le danger juste pour son bien. Tori, cependant, a ignoré cela et a insisté sur le fait qu'elle devrait d'abord ressentir ses émotions et ensuite décider plus tard. Il essuya les larmes d'Horizon, mais jeta ensuite accidentellement un coup d'œil vers le bas, ce qui lui valut un coup de poing de sa part. Soudain, juste après cela, Adèle a annoncé que le canon d'Horizon avait récupéré à Takabana avait disparu. Bien que tout le monde ait fouillé tout le navire, ils n'ont pu le trouver nulle part. Suzu sentit qu'il était toujours à bord, il n'avait donc plus qu'à continuer à chercher. Pendant ce temps, Honda a demandé conseil à Asama pour conclure un contrat avec un esprit. Asama expliqua quelques méthodes et passa directement au processus d'invocation. Asama autorisa Honda à effectuer l'invocation, et l'esprit qu'elle invoqua était un tapier. Bien qu'il ne soit pas visuellement attrayant, Honda décide quand même de le garder. 2 jours plus tard, Suzu, Adèle et Fudio furent escortés à la Tour de Londres par le groupe Charles, tandis que toute la classe de Tori commençait les préparatifs du festival. Une semaine plus tard, le festival a officiellement commencé. Tori et Horizon sont sortis ensemble et Honda lui a rappelé de revenir pour la réunion dans la soirée. À ce moment-là, Shakespeare s'est approché de Nechen de manière inattendue pour signer des livres pour les fans ensemble, tandis que les autres filles ont demandé à Nid d'utiliser son nez fin pour traquer Tori. Juste à ce moment-là, le navire de la Sainte Armée arriva. Ils étaient venus pour juger l'actuelle reine Mary, accusée d'avoir causé la disparition de la reine Elisabeth dans le passé. Si Marie était condamnée, cela provoquerait un conflit entre l'Angleterre et la Sainte Armée, ou plus précisément, les forces espagnoles. L'exécution devait avoir lieu dans une semaine. L'atmosphère a soudainement changé et Shakespeare a annoncé qu'elle avait préparé une pièce pour commencer. Cette pièce lui a permis de transformer tous les membres vaincus de la faction de l'Académie en pions pour la bataille. Nit a soudainement détecté un psaume utilisant un sort pour téléporter tout le monde, tandis que Fudio rencontrait l'un des A. Pendant ce temps, Suzu et Adèle ont réalisé qu'elle était sur le point d'être prise en embuscade, alors elles ont fait semblant de changer de vêtements pour retarder leurs agresseurs. Les deux se sont ensuite cachés à l'intérieur du robot d'Adèle pour échapper à la détection. À ce moment-là, Fudio apprit que le nom de son adversaire était Walter, un épéiste renommé. Asama et Kimi, quant à elles, tentaient de rétablir la communication avec toute la classe pour leur demander de surveiller et de protéger Tori, car il était la cible principale. Pendant ce temps, Honda a rencontré un autre membre de la faction des A, Chris, un squelette avec le capacité à contrôler d'autres squelettes. Le compagnon robot a également rencontré un membre nommé Nicolas. La fille Ange a essayé de voler plus haut pour observer la situation, mais est entrée accidentellement sur le territoire d'un autre A, Hawk. Sa sœur a rencontré Drake, le soi-disant loup solitaire. Il appartenait à une tribu de loups mangeurs d'hommes, mais comme il était chevalier, il ne festoyait que si on lui en donnait la permission. Il a ensuite échangé quelques mots avec une fille mystérieuse avant de révéler un autre artefact des péchés capitaux, Arminant. Cette arme et le gantelet que Robert avait utilisé plus tôt formaient une paire. Ce gant lui permettait de s'assurer que toute action s'opposant à la droiture de l'Angleterre échouerait. Pendant ce temps, Nid détecta l'odeur de Tori mais se heurta ensuite à son propre ennemi, en train de se laver. De retour à Tori, Horizon sentit qu'une barrière avait été érigée à travers l'Angleterre, mais Tori voulait laisser les autres s'en occuper pendant qu'il continuait son rendez-vous avec Horizon. Le fait que Horizon puisse ou non ressentir des émotions était le facteur décisif pour déterminer la prochaine ligne de conduite de Tori pour l'Académie. Si Horizon trouvait vraiment les émotions nécessaires, alors il chercherait à récupérer les armes des péchés capitaux pour influencer le monde. Pendant ce temps, Minja et Harry continuaient de profiter du festival, même si Minja remarqua que l'endroit semblait étrangement vide malgré les festivités. Quant à Charles, comme il n'était pas un combattant, il a continué à négocier avec Shiro. Pendant ce temps, le compagnon robot esquivait simplement les attaques de Nicolas. Il a demandé à Nicolas s'il avait une sœur, et après avoir confirmé qu'il n'en avait pas, le robot a soudainement lancé une attaque et a fermement retenu Nicolas. Cependant, Nicolas a ensuite révélé qu'il était en fait l'esprit du marteau qu'il maniait. Le marteau portait l'emblème de la reine, et Nicolas était l'un de ses gardiens de confiance. Pendant ce temps, le gros lolicane de la classe semblait insatisfait du combat, alors l'artiste martial l'a frappé 3 fois pour le réveiller. La barrière qui les entourait disparut soudainement, incitant Nicolas à accepter un match nul et à se retirer. Pendant ce temps, la fille Ange était toujours enfermée dans une bataille sous-marine. Hawk a demandé à son vice-président de laisser tomber des piquets dans l'eau, les utilisant comme point d'appui pour se propulser vers l'Ange. Elle a cependant utilisé une technique de substitution et s'est placée derrière Hawk pour contre-attaquer. Au moment où elle se mettait en position pour tirer, un pieu lui est tombé dessus de manière inattendue. Elle a lutté pour se relever, a réussi à respirer un peu d'oxygène et a scandé un sort pour tirer sur Hawk. Alors que Hawk bloquait l'attaque, l'une des cordes des piquets s'est cassée, la faisant tomber et le clouant au sol. Hawk a été vaincu et la fille Ange a réussi à s'échapper. Au même moment,
La jeune fille tombée était en difficulté car elle manquait d'armes appropriées pour la bataille. Chacune de ces attaques a été annulée par l'armement des péchés capitaux de Drake, même les faux pas accidentels et les dysfonctionnements soudains de ses ailes en plein vol ont entraîné sa chute. Elle a été touchée par l'attaque de Drake, mais alors qu'il avançait, il a ressenti une répercussion inattendue. Il s'est avéré qu'elle avait utilisé un sort d'amélioration, le faisant tomber dans un piège. Bien que la magie d'amélioration elle-même ne viole pas la justice anglaise, le dosage élevé qu'elle utilise a submergé son corps. Cependant, il a quand même réussi à l'assommer, en lui déclarant qu'elle devrait payer le prix de ses actes. Juste à ce moment-là, Jean arriva pour prendre le contrôle de la bataille. Jean demanda quand exactement l'Angleterre avait obtenu le droit de déclarer la guerre à l'Académie. Drake rejeta cette idée, la qualifiant de simple divertissement, même si personne ne le croirait. La fille tombée voulait continuer à se battre, mais Jean lança un sort pour l'endormir. Drake voulait alors voir comment Jean contrait son arme. Pendant ce temps, Future était toujours engagé dans la bataille lorsque son adversaire s'est enfui de manière inattendue. Asama et Kimi réalisèrent qu'il restait encore 3 combattants sur le champ de bataille, et si l'un d'entre eux perdait, l'Angleterre gagnerait le droit légitime de déclarer la guerre à l'Académie. N'ayant pas d'autre choix, ils ont placé leur confiance en leurs amis et espèrent qu'ils l'emporteront. Au même moment, Harry conduisit Ninja à la Tour de Londres, qui était en fait une forteresse utilisée pour emprisonner les criminels. L'actuelle Queen Mary était détenue dans la tour en face. Harry a ensuite fourni à Ninja des informations sur la famille royale, même si Ninja en connaissait déjà certaines grâce à son âge de 18 ans et plus. Harry a expliqué que la reine précédente était faible et incapable de donner naissance à un héritier, mais l'Église et le Conseil n'accepteraient jamais une telle réalité. La reine a donc dû mentir en prétendant que son enfant avait été kidnappé par des fées. Harry a ensuite continué à conduire Ninja vers l'avant. Alors qu'il marchait, Ninja admirait la silhouette d'Harry, faisant quelques remarques d'admiration. Finalement, Harry l'emmena dans l'ancienne chambre du roi Henri, qui était autrefois le haut commandant de la Sainte Armée. Des rumeurs suggèrent qu'Henri VIII avait été enlevé par des fées avant de pouvoir hériter du trône. En effet, son bureau portait un emblème particulier, qui était également apparu à plusieurs reprises sur le navire de l'Académie. Pendant ce temps, Horizon avait fini par comprendre l'essence des émotions. Les humains forment toujours des liens avec quelque chose ou quelqu'un, et lorsque ces liens sont rompus, le chagrin naît. Si Tori continuait à rester à ses côtés, il y avait une chance qu'un jour, il éprouve à nouveau du chagrin. Au même moment, les 3 combats à l'intérieur des barrières continuaient avec acharnement. Honda devrait continuer à courir, incertaine de savoir quand elle pourrait s'échapper. Mythe, après avoir pris l'avantage plus tôt, fut désormais obligé de fuir alors que les minuscules lames du lavage la poursuivaient sans relâche. Mythe a utilisé ses chaînes pour soulever une section de la route et la lancer sur le linge. Mais ce n'était qu'une diversion, la véritable attaque est venue de derrière alors que sa chaîne s'est déclenchée. Cependant, le lavage a réussi d'une manière ou d'une autre à le bloquer. Elle a ensuite déclenché une série d'attaques, cachant secrètement ses projectiles parmi elles, les prenant complètement au dépourvu. À ce moment-là, Jean semblait avoir le dessus, faisant pression sans relâche sur Drake malgré son possession d'un armement de péchés capitaux. Elle a même profité d'un glissement sur une peau de banane pour esquiver son attaque et la désarmer. Pendant ce temps, Shakespeare avait lu le passé des nations et s'était demandé pourquoi il avait un jour affirmé que devenir écrivain était sa seule voie. Mais après une seule publication infructueuse, il a complètement arrêté d'écrire des livres ou des essais. À l'époque où ils étaient dans cet établissement, elle, Nishin et le 3e ami avaient décidé de devenir écrivains et d'ouvrir une librairie ensemble. Elle a ensuite révélé à Nishin que leur 3e ami était mort peu de temps après que Nishin et les autres aient détruit l'installation. Au même moment, Jean était sur le point de dominer le duel contre Drake, mais 2 individus du navire de l'armée sainte intervinrent pour interrompre le combat. Asama et Kimi ont trouvé la fille tombée et l'ont emmenée. Pendant ce temps, Honda découvrait que son tapier avait été blessé. Elle fut bientôt encerclée mais eut la chance d'être tirée dans une barrière par Asama juste à temps. Asama a expliqué que le tapier avait réussi à envoyer un signal de détresse, lui permettant de localiser Honda. Elle a alors exhorté Honda à revenir rapidement avec eux. Il ne leur restait plus qu'à récupérer de la viande. La viande avait subi des dégâts lors du règne précédent des lames, mais heureusement, aucune n'avait touché ses parties vitales. Alors que le lavage se précipitait sur elle, la viande enroula rapidement ses chaînes autour du bras du lavage, puis manœuvra devant les 2 lances du lavage. Elle s'est alors attachée elle-même et le linge avec ses chaînes, les traînant tous les 2 dans l'eau. Pendant ce temps, Horizon réalisa que Tori essayait de mémoriser chaque détail la concernant, de sorte que même s'il la perdait à nouveau, il se souviendrait toujours d'elle. Cependant, Tori a déclaré qu'il ne se laisserait plus jamais perdre. Sa raison pour mémoriser tout ce qui concerne Horizon était de se donner plus de motivation. Mais Horizon ne savait toujours pas ce qu'était la joie. L'armement des péchés capitaux ne lui avait conféré que des émotions négatives, et elle croyait que tous les armements des péchés capitaux comportaient de telles émotions. Elle n'en avait donc pas besoin. Tori a ensuite acheté Horizon chez Candide Apple et lui a demandé si elle se sentait toujours négative. Si ce n'était pas le cas,
C'était de la positivité, ce qui signifie qu'elle n'avait pas seulement des émotions négatives, mais aussi des émotions positives. Il croyait qu'une fois qu'ils auraient rassemblé toutes les armes des péchés capitaux, elle serait capable de ressentir encore plus d'émotions. Horizon craignait toujours que le fait de les rassembler tout ne plonge le monde dans la guerre, mais Tori soutenait que ce qu'il faisait pourrait en fait sauver de nombreuses personnes. Il était déterminé à se battre pour récupérer tout pour Horizon, qu'elle le souhaite ou non. Même si elle en venait à le détester, il recommencerait et changerait d'avis à son sujet. Horizon a décidé de suivre le plan de Tori et l'a ensuite exhorté à aller sauver tout le monde. Lorsqu'il a essayé d'appeler Asama et sa sœur, ils ont soudainement émergé de la barrière. Tori leur a ensuite partagé sa décision concernant l'académie. Pendant ce temps, Shakespeare cesse ses attaques et épargne Nechen. Tori a ensuite demandé à Asama si elle avait réussi à contacter tout le monde, mais il leur manquait toujours le groupe de Suzu. À ce moment-là, Adèle passait le temps en laissant Suzu réessayer. Cependant, les deux hommes remarquèrent bientôt que des soldats tentaient de détruire le robot de l'extérieur. Adèle a activé le robot et s'est enfui. Futo a repéré le robot d'Adèle et s'est immédiatement éloigné des soldats pour le poursuivre. Pendant ce temps, Ninja, qui était avec Harry, a soudainement entendu le bruit du robot d'Adèle s'écraser contre la tour. Un pilier de pierre était sur le point de tomber sur des enfants à proximité, alors Ninja s'est précipité pour les sauver. De façon inattendue, Harry s'est jeté sur lui et l'a pris dans ses bras, mais il s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas du vrai Harry. Elle recula et verrouilla son corps en place. Le vrai Harry est alors arrivé et l'imposteur a révélé que la véritable identité d'Harry n'était autre que la reine Mary, qui était sur le point d'être exécutée. À ce moment-là, Harry a admis à Ninja qu'elle était en effet la reine Mary, celle qui avait vaincu plus de 300 guerriers dans le cimetière qu'ils avaient nettoyé ensemble, tout cela pour ramener l'Angleterre au christianisme. La personne qui se tenait devant eux était sa sœur jumelle, la fée reine Élisabeth. Comme Élisabeth possédait le pouvoir d'une fée, ce que Marie n'avait pas, Marie était désormais confrontée à l'exécution. À ce moment-là, tous les atouts étaient réunis autour d'Élisabeth. Harry avait voulu garder son secret pour Ninja, mais maintenant qu'il le savait, elle espérait qu'il l'oublierait bientôt et passerait à autre chose. Elle était également soulagée que l'Académie parte avant son exécution, épargnant à Ninja d'être témoin de son sort. Cependant, Suzu a ensuite appelé et a conseillé à Ninja de retenir Harry, car ils avaient découvert que l'endroit où elle devait se rendre était impliqué dans un projet énergétique stratégique pour l'Angleterre. Alors que Ninja essayait de se précipiter vers elle, Walter est soudainement apparu et l'a frappé légèrement à l'épaule, le faisant vaciller. Le groupe se précipita en avant, persuadé que Walter avait mis Ninja hors d'état d'agir, mais il semblait encore capable de se relever. Elisabeth annonça alors qu'elle organiserait bientôt un goûter et que tout le monde était invité. Pendant ce temps, Charles informe à Shiro que les batailles qu'ils avaient organisées étaient destinées à évaluer la force de combat de l'Académie. Ils ont conclu que la puissance de l'Académie était comparable à celle de l'Angleterre, ce qui en faisait une menace imprévisible. En conséquence, ils ne pouvaient pas permettre à l'Académie de partir sans surveillance. Au même moment, Tori et Horizon rendaient visite à Nit, qui se changeait lorsque Tori l'a surpris. En réponse, elle lui jeta une armoire au visage. Tori a affirmé qu'il était venu par souci pour elle, ce qui l'a fait rougir, même si elle a quand même jeté une autre garde-robe chez lui. Peu de temps après, les filles se sont réunies au château d'Elisabeth pour se préparer pour le goûter. Honda a découvert par accident la nouvelle capacité d'Horizon, un espace pour stocker des objets. Lorsqu'ils sont arrivés au goûter, ils ont trouvé quelqu'un se faisant passer pour Honda. Kimi est alors apparu et a demandé pourquoi Tori se travestissait, ce à quoi il l'a réprimandé pour avoir gâché son plaisir. Elisabeth, observant la situation, s'est rendu compte que le président du conseil étudiant de l'académie était un complètement pervers. Lors de la réunion entre les deux parties, Honda a demandé la permission de quitter le port afin de pouvoir continuer à récupérer les armements des péchés capitaux. Cependant, Elisabeth a fait valoir que s'il avait l'intention de reconstruire l'histoire en collectant les armements, il devrait attendre la prochaine conférence internationale, où tous les armements seraient rassemblés. Les prendre à l'avance perturberait l'équilibre des pouvoirs. Honda a rétorqué qu'ils avaient déjà désigné Horizon comme leur dirigeant, et puisque les armements des péchés capitaux étaient nés des émotions d'Horizon, ils ne pouvaient pas attendre la conférence pour récupérer ce qui appartenait de droit à leur chef. Elle a déclaré que même si leur loi avait été cachée jusqu'à présent, il existait une règle permettant de déclarer la guerre et de défier n'importe quelle nation. Ils n'utilisaient cependant pas cette règle de manière imprudente. Au lieu de cela, ils étaient prêts à former des alliances avec tout pays disposé à restituer les armes mortelles. Elisabeth a rejeté cette proposition, affirmant qu'elle ne faisait pas confiance à l'Académie pour honorer une quelconque alliance après avoir obtenu tous les armements. Elle pensait qu'au lieu de les laisser devenir une menace encore plus grande, il serait préférable de les détruire maintenant. En réponse, Honda a révélé que le navire de l'Académie était déjà prêt à décoller. Si l'Angleterre faisait preuve d'hostilité, elle s'alliera simplement à une autre nation et déclara la guerre à l'Angleterre. Elisabeth a alors libéré son pouvoir, déclarant qu'elle n'avait pas peur.
Elle était prête à mettre temporairement de côté ses différends avec l'armée sainte pour les écraser en premier. De plus, elle avait toujours une alliance avec l'armée hollandaise, car l'Académie s'avérait être une menace toujours plus grande. À ce moment-là, un rapport arriva indiquant qu'un navire non identifié s'approchait du navire de l'Académie. Élisabeth voulait voir comment Honda réagirait, mais Honda lui fit remarquer qu'Élisabeth avait été imprudente dans ses propos, en laissant entendre qu'elle était prête à laisser un autre pays couler l'Académie au lieu de s'en occuper elle-même. Elle a révélé que la force militaire de l'Angleterre était actuellement insuffisante pour les vaincre. Seule, en regardant les forces anglaises, Fouto jugea que leur nombre était trop faible, ce qui signifie qu'il pouvait les gérer seul. De plus, si l'Angleterre utilisait Excalibur, il ne resterait plus rien pour exécuter Harry, ce qui en ferait un événement que l'Angleterre voudrait effacer de l'histoire. De plus, l'Angleterre avait une autre bataille majeure dans une semaine, alors Élisabeth serait-elle vraiment prête à prendre ce risque? Élisabeth demanda alors ce que l'Angleterre gagnerait à s'allier à l'Académie. Honda lui a assuré que même s'il pouvait s'affaiblir militairement, l'Académie ferait tout ce qui est en son pouvoir pour transformer l'Angleterre en un centre commercial majeur. Élisabeth a dû admettre que la voie du commerce pouvait surpasser la voie de la puissance militaire. Mais à ce moment-là, Jean et Vela, le secrétaire de la Sainte Armée, arrivèrent pour s'opposer à la conférence en cours. Vélas déclara que la Sainte Armée n'accepterait pas cette alliance et questionna l'Angleterre sur la légitimité de sa décision concernant Harry, rappelant qu'elle avait déjà reconnu une erreur dans le cas d'Horizon. Juste à ce moment-là, Mita, membre de l'organisation des 4e parmi les 6 rois démons, est arrivé. Il a immédiatement démontré sa puissance et critiqué l'alliance, affirmant que si elle était conclue, les 6 rois démons interviendraient, bouleversant l'équilibre des forces en Europe. Il a soutenu que l'Angleterre devrait stopper l'Académie immédiatement, si elle en avait la possibilité. L'organisation Odd était la seule faction sans armement de péchés capitaux car leur seigneur avait créé des armes tout aussi redoutables. Mita et son esprit avaient la capacité d'inverser la guérison et de contrôler les âmes des morts. Seul, il pourrait invoquer des millions de soldats spectraux du royaume des démons. Si Élisabeth est vraiment, j'aurais aimé qu'il soit prêt à détruire l'Académie sur son ordre. Honda a demandé pourquoi l'organisation Oda voulait neutraliser l'Académie, ce à quoi Meter a répondu qu'ils deviendraient inévitablement ennemis tôt ou tard. Cela ne faisait donc aucune différence qu'ils agissent maintenant ou plus tard. À ce moment-là, Tori a fait irruption, interrompant la réunion. Il a une fois de plus montré sa bêtise en public, ce qui a incité Asama à utiliser son arme non létale contre lui. Élisabeth fut surprise qu'ils aient apporté des armes à une réunion diplomatique, mais Honda s'est défendu en expliquant qu'Asama n'était qu'une simple prêtresse du sanctuaire et que son outil n'était pas mortel. Bien que Tori soit indemne, l'armement des péchés capitaux d'Horizon est tombé. Asama fut une fois de plus chargé de contrôler les dégâts, même si la situation ne semblait pas prometteuse. Velas a exigé qu'ils arrêtent de plaisanter et qu'ils expliquent pourquoi la condamnation d'Harry avait été acceptée si celle d'Horizon avait été jugée erronée. Tori a laissé Horizon répondre, et elle s'est demandé ce qu'il y avait de mal à appliquer une sentence à quelqu'un qui l'avait déjà acceptée. Si la disparition d'Harry a aidé l'Angleterre à restaurer l'histoire et à poursuivre son développement, alors c'était un événement nécessaire pour maintenir le fonctionnement du monde. Quel droit avait-il de juger si la mort de quelqu'un qui s'y était préparé était bonne ou mauvaise? Jean a noté que l'explication d'Horizon était purement logique et ne prenait pas en compte d'autres contacts. Cependant, Honda a résumé qu'elle souhaitait désormais révoquer leur précédent accord commercial, car elle voulait désormais être la principale force aidant l'Angleterre dans sa prochaine bataille. Mita a souligné qu'il était toujours un mercenaire pour l'Angleterre et qu'avec sa force, l'Angleterre pourrait facilement gagner la guerre sans subir de pertes militaires. Cependant, puisque l'Académie avait fait le premier pas, le pape comprenait désormais que l'Académie deviendrait une force mercenaire pour l'Angleterre. Cela signifiait qu'ils auraient le droit de saisir les armes des péchés capitaux sous la justification de renforcer la puissance militaire de l'Angleterre. Avant de partir, Mita a prévenu le groupe de Honda qu'il ne savait toujours rien des secrets de ce monde. Honda a découvert plus tard que Mita avait laissé derrière lui un sceau de double royaume à l'extérieur, suggérant que les 6 rois démons étaient véritablement impliqués dans les mystères qui l'entouraient. Le lendemain, Élisabeth a emmené Honda à un endroit appelé Avalon. Il s'agissait d'un espace compressé créé par son père, le roi, pour stocker des souvenirs. À l'intérieur se trouvaient les souvenirs d'Harry et d'Élisabeth. Les deux sœurs savaient depuis longtemps qu'une sentence allait être appliquée, et Harry avait choisi d'accepter ce sacrifice. Pendant ce temps, Charles a dit à Chéreau et au président de la classe qu'Harry avait voulu laisser derrière elle une preuve de son existence. Elle s'était défendue seule contre 300 personnes, considérant les marques sur son corps comme une preuve vivante de ses affrontements. Le roi Henri avait auparavant caché le secret de l'annihilation du monde en comprimant les anomalies causées par la destruction dans cet espace scellé, la fosse n'étant qu'une version miniature de celui-ci. Élisabeth croyait que cet espace comprimé avait été créé pour que l'Angleterre et d'autres nations puissent étudier l'annihilation du monde. À ce moment-là, Élisabeth reçut la nouvelle que Tori préparait quelque chose d'outrageant avec Excalibur. Tori essayait de retirer l'épée, mais en réalité,
il essayait simplement de prouver que quelqu'un réussira finalement à dégainer Excalibur, ce qui empêcherait l'application de la sentence d'Ari. À ce moment-là, Ninja s'est rétabli et s'est soudainement enfui, tandis que Nid a demandé à Namasa de l'aider à s'entraîner. À ce moment-là, il découvre que le roi et Tori interrogent Ninja sur quelque chose. Peu de temps après, ils ont réalisé que Ninja marquait secrètement des endroits sans garde pour l'infiltration. Tori a compris que Ninja prévoyait de voler Excalibur, que le roi avait dit à Tori de garder le silence et de traiter la carte comme le plan de Ninja pour un rendez-vous. Il a même suggéré de meilleurs endroits pour Ninja et lui a souhaité bonne chance pour obtenir un rendez-vous réussi. Plus tard, Ninja a informé Tori qu'il ferait une annonce importante le dernier jour du festival. Avant de partir, il espérait qu'Ari l'attendait. Cette nuit-là, Asama rendit visite à Neshan, qui lui révéla qu'il ne participerait pas au prochain bataille pour éviter que sa malédiction ne nuise à Tori. Asama lui donna quelques conseils et se rappela du premier livre que Neshan avait écrit. Peu de temps après, le groupe de Tori s'est réuni pour planifier la bataille à venir. Un ami tombé s'est disputé avec un compagnon angélique, car ce dernier ne voulait pas qu'il participe à l'affrontement dans son état actuel. Cependant, l'ami tombé a insisté pour se battre, affirmant que si quelque chose arrivait, ce ne serait pas la faute de l'ange. Kimi a ensuite réprimandé l'ami tombé, l'incitant à prendre conscience du problème s'il venait à disparaître. L'ange assumera l'entière responsabilité. Kimi comprenait qu'ils avaient des problèmes, mais ils avaient besoin de parler et de les résoudre ensemble. Alors qu'ils se demandaient où Ninja était allé, leur professeur a trouvé un message qu'il leur avait laissé. Cette nuit-là, alors que Ninja part secrètement pour son infiltration, Tori arrive avec toute la classe. Ils savaient tous que Ninja était tombé amoureux, et cette fois, il allait avouer ses sentiments. Ils l'ont encouragé et l'ont également aidé à se relever et à comprendre pourquoi il avait quand même choisi de sauver Ari, même si elle avait déjà accepté son sort. Honda a ensuite appelé Elisabeth pour l'informer qu'ils étaient sur le point d'intervenir pour sauver Ari, car ils avaient été défiés auparavant et voulaient maintenant répondre. Nit et ceux qui avaient combattu lors de la bataille précédente décidèrent de se battre à nouveau. Mission a également choisi de se joindre à cette bataille, dans l'intention de récupérer un armement de péchés capitaux pour Horizon. Ninja avait également une autre demande à faire. Le reste de la classe est parti, tandis que Ninja et les autres qui allaient se battre sont restés derrière. Peu de temps après, le navire de l'académie a pris la mer. Adèle a expliqué que leur rôle était de faire le tour du territoire anglais et de repousser l'ennemi. Flotte. Tant qu'il représentait une menace suffisante, l'ennemi se retirait de lui-même sans avoir besoin d'une poursuite à grande échelle. Ils rencontrèrent bientôt la flotte ennemie et Adèle manœuvra rapidement le navire sous la flotte de l'armée sainte. Cependant, l'ennemi s'est soudainement divisé en deux groupes, une petite faction a avancé, tandis que la majorité a reculé. Wano était perplexe quant à savoir qui avait ordonné la retraite lorsque le commandant de l'armée sainte est apparu. Le commandant a expliqué que les navires en retraite n'étaient pas sa véritable flotte. Au lieu de cela, les véritables forces étaient les petits navires qui apparaissent maintenant. Il s'agissait de ses anciens camarades de la bataille précédente, qui étaient revenus pour le soutenir dans sa combat final. Bien qu'il ait déclaré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour couler le navire de l'Académie, il était bien conscient que sa flotte était vouée à la perte, comme l'a rapporté l'histoire. C'est pourquoi il avait ordonné au gros de la force de l'armée sainte de se retirer. Il a déploré n'avoir rien accompli de significatif dans sa vie et n'être qu'un lâche qui a survécu jusqu'à présent. Wano l'a exhorté à revenir, lui rappelant que c'était lui qui l'avait sauvé ainsi que de nombreux autres enfants comme Jin. Cependant, le commandant considérait Wano comme un elfe, et il avait été qualifié d'hérétique pour en avoir sauvé un. Il croyait que cette bataille était sa punition. Wano était dévasté, incapable de changer la situation. La flotte du commandant a alors commencé à tirer, forçant l'académie à créer plusieurs couches de barrières pour se protéger. Pendant ce temps, les navires ennemis plus petits flanquaient le navire de l'académie, comblant les lacunes tandis que la flotte principale a rechargé ses canons. Adèle ordonne alors à ses forces de dissimuler les points faibles de leur formation, forçant le grand maître à changer de stratégie. Pendant ce temps, en bas de la ville, le groupe de ninjas a rencontré ses vieux ennemis, Anda étant à nouveau poursuivi comme avant. Neshen, d'autre part, a confronté Shakespeare, affirmant qu'à l'établissement, il n'y avait jamais eu de fille, seulement Shakespeare elle-même. Il soupçonnait qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité, il a donc juré de tenir sa promesse envers ces deux personnalités. Shakespeare, intrigué, voulait voir quelle version de son Neshen tiendrait sa promesse, et elle révéla alors son armement de péchés capitaux. Au même moment, Ninja et l'ami tombé rencontrent Will et Robert, qui tentèrent de l'arrêter en utilisant leur poids comme obstacle. Cependant, Ninja était protégé par l'ami tombé, le rendant immunisé contre leur magie. Elle a aidé Ninja à s'échapper tandis que Kimi est arrivé pour l'aider. Kimi révéla alors la raison pour laquelle elle n'était pas affectée par la magie du poids, elle avait conclu un pacte avec son esprit divin, lui accordant l'immunité à toute magie tant qu'elle s'habillait d'une certaine manière. Sur ce, les deux firent équipe pour se battre. Pendant ce temps, Adèle a mené avec succès le navire à travers la deuxième phase de bataille,
et l'équipage a pris un bref répit pour faire le plein avant de continuer. Cependant, alors qu'ils étaient prêts à entrer dans la troisième phase, des avions ennemis ont surgi de manière inattendue, s'écrasant directement sur le vaisseau de l'Académie et déclenchant des explosions en raison des matériaux hautement inflammables à bord. De plus, tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ces vaisseaux ennemis a provoqué l'arrêt complet des robots de l'Académie. Ils se rendirent bientôt compte que le grand maître les avait délibérément guidés le long de la chronologie historique, uniquement pour les piéger dans une manœuvre dévastatrice. Durant cette période, Shakespeare invoque continuellement une armée née de sa littérature et les fusionne ensuite en un guerrier colossal. De manière inattendue, Neschen reçoit l'aide du dieu de la littérature dans sa bataille contre le guerrier de Shakespeare. Ailleurs, le familier tapier de Honda sentait que son maître était en danger, mais ne savait pas comment se téléporter vers elle. Soudain, les petites sphères noires qui jouaient souvent avec Horizon se sont approchées de lui, décrivant les caractéristiques de Honda. Grâce à ces informations, le tapissier a été soudainement transporté chez Honda. Asama a alors alerté Honda que son esprit familier était en route. Le tapier apparut juste devant elle, affichant immédiatement de la colère envers la faucheuse. Asama envoie quelques attaques magiques qui aidèrent finalement Honda à vaincre son adversaire. Pendant ce temps, Nit libère un nuage de poussière, qui se cristallisa en longues chaînes. Ces chaînes se renforçaient sous la pleine lune, lui accordant un avantage significatif dans son duel contre le lavage. Elle s'est alors précipitée pour empêcher le lavage de déclencher une attaque, seulement pour découvrir que le lavage était en fait un esprit contrôlant un corps robotique. Au milieu du chaos, Adèle a dû lutter sous une pression croissante, mais Tori est arrivé avec une astuce astucieuse pour renforcer sa confiance. Il a suggéré que, tout comme l'ennemi avait déformé l'histoire à son avantage, Adèle devrait faire de même. À ce moment-là, Shiro et le président de la classe ont conduit de manière inattendue un cargo vers l'avant pour agir, comme un bouclier, rempli d'argent puisque l'argent était la source de pouvoir de Shiro. L'ami Angélique est également resté à bord pour aider dans la bataille, offrant à Adèle une nouvelle idée. Peu de temps après, les robots de l'Académie ont été réactivés, bien qu'avec des fonctionnalités limitées, mais ils étaient toujours capables de générer des boucliers pour protéger le vaisseau. Le vaisseau se divisa alors en plusieurs parties plus petites, permettant des manœuvres de combat plus efficaces. Pendant ce temps, Nechine, engagé dans la bataille, se rappela d'un vieux souvenir. Son dieu avait perdu son épée et ne pouvait plus combattre, mais Nechine saisit la malédiction que Shakespeare lui avait lancée pour invoquer le tueur du roi, un personnage destiné à abattre le roi de Shakespeare. Le guerrier invoqué avance et porte une attaque déterminante au roi. Ainsi, Nechine et Shakespeare ont tous deux mis un terme aux histoires qu'ils avaient créées. Vaincu, Shakespeare est revenu à la personnalité que Nechine avait connue autrefois et lui a volontairement remis l'arme des péchés capitaux. Cependant, craignant d'être puni pour avoir volontairement rendu l'arme, Nechine a décidé d'agir comme s'il la lui avait prise de force. Elizabeth a ensuite recherché Harry, l'invitant à jouer à un jeu auquel ils avaient déjà joué avec leur père. Pendant ce temps, Ninja rencontre à nouveau Walter. Alors que Ninja se précipitait en avant, Walter attaqua immédiatement, mais Ninja esquiva à temps. Walter a ensuite créé une image rémanente pour prendre le coup suivant, mais le corbeau d'Harry a soudainement plongé, l'aveuglant. Profitant du moment, Ninja se précipita et laissa sa cape à Walter, bien que lui-même ait été frappé par une entaille. Malgré sa blessure, il a réussi à s'échapper. Dans le même temps, l'ami déchu a complètement dominé son match revanche contre Robert, tandis que Will était totalement inefficace contre Kimi. L'ami tombé a contré sans effort chacune des attaques de Robert, et alors que Will était épuisé, tous deux ont concédé leur défaite. Cependant, puisque Kimi s'était inséré dans le défi de son propre chef, les résultats du match ne compteraient pas officiellement. Ailleurs, Ninja a atteint Excalibur et a trouvé Harry pour se rendre compte qu'il s'agissait en fait d'Elizabeth, tandis que la vraie Harry était en dessous. Cependant, Ninja a immédiatement vu à travers leur tromperie, car Harry avait une poitrine plus grosse qu'Elizabeth. Convaincu qu'Harry avait gagné, Elizabeth lui accorda 5 minutes pour parler avec Ninja. Harry demanda alors à Ninja quelle couleur il voyait dans son blanc ou son rouge. Ninja la voyait toujours comme une personne blanche pure, refusant d'accepter des morts prédestinées au nom du salut le monde. Il croyait qu'une telle façon de penser était toxique et devait être éradiquée. Si telle était la loi du monde, alors il la conquérirait pour changer ses lois. Harry a insisté sur le fait qu'elle n'était plus pure et a affirmé qu'elle pouvait retourner l'Angleterre contre l'Académie. Mais Ninja s'en fichait après tout, le monde entier s'était déjà retourné contre eux. Elle le gronda alors, lui rappelant la fois où elle lui avait donné la chance de l'embrasser, qu'il avait rejeté. Ninja a simplement répondu qu'il ne pouvait pas faire une promesse de fiançailles si négligemment et qu'il devait d'abord vérifier les normes. Il a ensuite dit à Harry de prendre une profonde inspiration avant de lui serrer la poitrine en guise de test. Constatant qu'elle répondait aux critères, Ninja finit par lui avouer son amour. Harry, en retour, confectionna une nouvelle écharpe pour Ninja. Pour la première fois, il enleva son ancienne écharpe, l'embrassa et enroula la nouvelle écharpe autour de lui. Cependant, leur temps était écoulé et Elizabeth déclara qu'elle allait maintenant appliquer la sentence à Harry.
Les membres du groupe Honda étaient tous convaincus que Ninja trouverait un moyen de gérer la situation. À ce moment-là, Ninja a placé de manière inattendue les mains des deux sœurs sur Excalibur, tirant une épée pour chacun d'eux. Cela signifiait que tous deux avaient désormais le droit de gouverner, laissant au peuple le soin de décider qui monterait sur le trône. Honda a alors proposé qu'Elizabeth garde le trône pour le moment pendant qu'Harry rejoignait l'académie. Dans le futur, quand Harry et Ninja auront un enfant, cet enfant pourrait être l'héritier. Finalement, Elizabeth a pu être honnête avec ses émotions, donnant sa bénédiction pour le bonheur de sa sœur. Ninja et Harry furent bientôt accueillis par leurs camarades. Pendant ce temps, le grand maître de la Sainte Armée, réalisant qu'il ne pouvait pas changer le cours de la bataille, choisit de battre en retraite. Il avait l'intention de mourir seul après la guerre, mais Wana monta à bord de son navire pour le ramener, lui demandant d'arrêter de la traiter comme une enfant avec la même voix qu'il avait utilisée dans le passé. Jean arriva ensuite pour les escorter tous les deux jusqu'au vaisseau amiral. Neshen informa plus tard le groupe qu'après leur repas, ils devraient reprendre leur bataille contre les forces principales de l'armée sainte. Leur priorité était de forcer la flotte ennemie à battre en retraite, notamment en détruisant les vaisseaux amiral masqués, qui avaient probablement été responsables de l'attaque surprise à leur arrivée. Si rien n'est fait, ce phénomène continuera à leur tendre des embuscades à l'avenir. L'ennemi a déployé 3 mechas, mais ils ont été rapidement abattus par l'artillerie de l'académie et les attaques des amis angéliques. Pendant ce temps, les robots domestiques génèrent continuellement des boucliers pour bloquer les tirs de l'ennemi. Vaisseau amiral. Soudain, de nombreux navires de transport se sont approchés du navire de l'académie, déployant des troupes ennemies à bord. Parmi eux se trouvait l'équipe de baseball de l'armée sainte, qui avait déjà attaqué l'académie auparavant, et qui affrontait à nouveau Shiro. Au même moment, Adèle remarqua quelque chose d'inhabituel dans les tirs de l'ennemi. Elle contre-attaqua rapidement et découvrit que l'ennemi avait en fait 2 vaisseaux amiraux, tous deux camouflés. Cependant, l'un d'eux venait d'être découvert. À ce moment-là, Susu remarqua quelque chose d'inhabituel. Ils se rendirent bientôt compte qu'ils avaient mal calculé la position du navire masqué. Soudain, le feu a été ouvert, mais heureusement, le vaisseau de l'académie a été sauvé par un inconnu. Pendant ce temps, Futu rencontra Jean, qui la défia en duel pour venger Takabana. Futu a mentionné qu'elle avait eu des relations avec Takabana, croyant toujours à tort que le terme faisait simplement référence à des actes d'intimité avec quelqu'un. Jean, furieux de ce malentendu, résolut de restaurer l'honneur du nom de Takabana. Les 2 navires masqués n'étant plus un problème, le navire de l'académie a finalement pu engager directement l'armée sacrée. L'artiste martial parmi eux a affronté une paire de lanceurs de baseball. Shiro, d'autre part, a échangé 1/10 de son salaire pour emprunter 1/10 de la force de tous ses camarades de classe. Malgré le fait d'avoir été repoussé, l'artiste martial était confiant de pouvoir bloquer la prochaine attaque. Il a ensuite rejoint le jeu de baseball, renvoyant la balle vers l'adversaire. Bien que l'ennemi l'ait attrapé, ils ont été blessés et leur vaisseau de transport a été brisé. L'équipe de baseball adverse a alors placé ses espoirs sur son capitaine, qui combattait Shiro. Pendant ce temps, les robots domestiques ont demandé à Suzu de prendre en charge leur tâche de transmission d'informations. Ils ont relié l'équipement sensoriel de Suzu au vaisseau, lui permettant de voir clairement le monde pour la première fois depuis longtemps. Asama a tiré une flèche sur l'un des navires ennemis, mais à l'intérieur de la flèche se trouvait le jeune démon et la boue. À bord, les troupes de l'académie commençaient à perdre le moral. Tori a menacé de venir personnellement pour les motiver, ce qui les a incités à insister pour qu'ils restent sur place. Horizon a noté que même le fait de ne pas être apprécié pouvait être une force dans de telles situations. Tori a ensuite prononcé un discours qui a ravivé l'esprit combatif des troupes, et elles se sont ralliées à la bataille. Cependant, leurs adversaires se battaient également pour leurs propres idéaux. À ce moment-là, les combattants qui étaient en Angleterre revinrent, apportant des renforts des forces britanniques. Futo a créé un nuage de poussière en faisant s'effondrer un bâtiment entier pour obscurcir la vision de Jean. Elle s'est ensuite précipitée en avant, coupant l'arme équipée de Jean, la forçant à sortir les armes maîtresses qu'elle avait autrefois utilisées contre Takabana. Le capitaine de l'équipe de baseball s'est ensuite coordonné avec Vele pour activer un armement du péché, visant à affaiblir Shiro. Cependant, le groupe de jeunes Lulicans l'a distrait, permettant à Shiro de continuer à se battre. Il a ensuite déchaîné une vague d'argent sur le capitaine, qui a chargé en avant malgré tout, comptant sur ses subordonnés pour bloquer l'argent qui tombait. À ce moment-là, le personnel propre et l'avant est arrivé pour apporter son soutien. Ailleurs, le robot qui avait autrefois attaqué le vaisseau de l'académie affrontait à nouveau son ancien rival, Nemasa. Shiro prépara une balle extrêmement coûteuse et tira, brisant la batte du capitaine de baseball. Sans se laisser décourager, le capitaine tenta d'utiliser l'arme du péché, mais Wash lui tira dessus, forçant un coéquipier à le pousser sur le côté, le faisant tomber du navire. Pendant ce temps, Nemasa avait été renversé mais avait révélé la vérité selon laquelle sa jeune sœur avait déjà été victime d'un accident tragique. Pour la maintenir en vie, Nemasa l'avait placée à l'intérieur du robot, qui avait été construit pour la protéger. Elle ouvrit alors un portail sous le robot,
l'envoyant ainsi que lui s'écraser du ciel. Puisque Nemasa avait la capacité de voler, elle est restée en l'air tandis que le robot de l'armée sacrée plongeait dans l'océan. Futo a continué à lutter pour réduire la distance avec Jin, dont les armes avaient à la fois une puissance de feu à longue portée et des épées doubles pour le combat rapproché. Futo a décidé de neutraliser le canon en premier. Elle a esquivé une attaque de l'un d'eux, puis a enfoncé sa lance directement dans son canon, le détruisant. Elle a utilisé la capacité réfléchissante de sa lance pour contrer le deuxième canon juste au moment où il était sur le point de tirer. Maintenant capable d'atteindre Jin, elle brisa ses deux épées. Reconnaissant la ressemblance de Futo avec Takabana, Jin s'agenouilla finalement et concéda sa défaite. À ce stade, le navire de l'Académie n'avait plus qu'à détruire le vaisseau amiral de l'armée sainte pour assurer une victoire totale. Les deux sœurs déchues se réunirent et décidèrent de briller ensemble. Elles s'envolèrent dans le ciel, se transformèrent et invoquèrent leur balai nouvellement modifié pour la bataille. Le balai des sœurs déchues améliore ses capacités de dessin magique, tandis que le balai des sœurs angéliques était spécialisé dans les attaques magiques à longue portée. Ils ont ensuite combiné leurs pouvoirs, augmentant leur vitesse et répartissant leurs tirs en plusieurs faisceaux plus petits, les rendant presque impossibles à esquiver. Cependant, leur énergie s'est épuisée trop rapidement, les forçant à retourner au vaisseau. Pendant ce temps, Adèle réalisa soudainement quelque chose de crucial et ordonna aux servantes de soulever le navire. La raison, l'armée sainte tentait une retraite rapide si elle pouvait protéger son vaisseau amiral. L'Académie serait vaincue. Dans cette situation, l'Académie avait deux choix, détruire autant de navires de soutien que possible ou confier la tâche à l'Angleterre. La première option était peu pratique, tandis que la seconde jetterait le doute sur les capacités de combat de l'Académie. À ce moment-là, Adèle élabora un plan. Elle activa le mode camouflage du vaisseau pour mettre l'armée sacrée en état d'alerte maximale. Dès que l'armée sainte a détecté un signal provenant du navire de l'Académie, ils ont ouvert le feu pour se rendre compte qu'il s'agissait simplement d'un petit navire détaché. Pendant ce temps, le vaisseau principal s'était renversé en plein vol et avait volé derrière le vaisseau amiral de l'armée sainte. Alors qu'ils s'efforcent de faire demi-tour avec leur vaisseau, Horizon a lancé une attaque d'énergie concentrée. Wana est intervenu pour bloquer l'attaque, et peu de temps après, le capitaine de l'équipe de baseball et Vélé sont arrivés. Puis, le robot qui avait combattu Naomasa entra également dans la mêlée. Ensemble, ils ont réussi à dévier l'explosion d'Horizon. Cependant, Horizon a ensuite sorti l'arme que Neshan avait obtenue de Shakespeare, lui fournissant de l'énergie supplémentaire. Avant de l'utiliser, elle demanda à Tori s'il était préparé aux conséquences du fait que le déblocage de cette nouvelle arme réveillerait également son émotion de cupidité, qui pourrait devenir un fardeau à l'avenir. Tori donna son approbation. Après avoir débloqué le pouvoir, Horizon a contre-attaqué, mais le deuxième vaisseau amiral est arrivé juste à temps pour protéger le premier. Le premier vaisseau amiral a tenté d'utiliser cette ouverture pour contrer le feu, mais les ninjas et Harry sont intervenus, dégainant Excalibur et coupant le projectile entrant. En fin de compte, l'Académie a remporté une victoire décisive en détruisant au moins une des armées saintes. L'armée sainte battit en retraite, mais fut accueillie à son retour comme des héros qui avaient combattu vaillamment. Pendant ce temps, l'Académie célébrait son triomphe avec un festin, qui faisait également office d'anniversaire, fête pour la jeunesse robot. Jean a retrouvé Takobana et a finalement reçu la douce confession qu'elle désirait depuis longtemps. Takobana a décidé de restaurer sa réputation et de rejoindre les rangs une fois de plus. Quant au couple ninja, ils étaient assignés à la même pièce, mais alors qu'Harry était avide d'intimité, le ninja n'était pas pressé d'aller plus loin. Tori et Horizon ont eu une conversation privée. Horizon a décidé qu'avant de sauver le monde de la souffrance, elle devait comprendre l'humain, émotion pour prendre les bonnes décisions. Elle se demandait si, au moment où elle pourrait enfin sourire, Tori finirait par pleurer. Sur ce, elle retourne à se coucher, s'adaptant à son nouvel armement de pêcher. Le navire devait accoster pour des réparations, accordant à chacun une période de repos avant la poursuite du voyage.